Ah, Marianne, tu es encore à la cafétéria. Je l'ai fou. Estelle, tu es dans un autre coin ou juste en face, là, quelque chose comme ça. Elle vous demandait à la bibliothèque, les filles? En fait, c'est quoi qu'ils nous ont dit? Ah, on ne peut pas réserver de local à la bibliothèque. OK. Fait que, mais pour les examens, on va pouvoir aller là-bas, puis ça sert à un ordinateur, il n'y a pas de problème. Ouais, pour les cours, c'est pas, mettons, super, super. Hein? Ouais. Il nous manque quelques collègues ce matin. On va attendre encore un petit peu. En passant, j'étais content de vous voir la semaine passée. Enfin, de voir des humains, c'était comme ça me manquait là, de voir à travers une caméra. C'est le fun, là, mais c'est moins trippant qu'en vrai. C'était le fun de labo la semaine passée. C'était juste de se remettre dedans puis de recommencer. J'ai trouvé ça bien trippant. Ça paraît-tu que c'est un gars de contact humain? C'est pas dans un bon job faire ça, remarquez bien. Bon, ben, 8 heures, tout le monde semble être là. On va attendre que Roxane D se pointe. T'es là, Roxane? Oui, good, perfect. Donc, on passe ça ce matin. Donc, je vous ai envoyé le cours en milieu d'après-midi hier avec le laboratoire. Le football commençait à 2h30, fait qu'il fallait que je me grouille pour que ça puisse être déposé avant. Donc, on part ça. Aujourd'hui, on voit Oticon. Donc, je vous partage tout de suite. Oticon, ici. Parfait. Je vais juste vérifier quelque chose. Donne-moi une seconde. Ouais, c'est en train d'enregistrer. Perfect. Ici. Parfait. Donc, aujourd'hui, cours 2, 25 janvier 21. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, retour sur le laboratoire de la semaine dernière et le devoir. Mais là, le devoir, on va en discuter ensemble compte tenu du courriel que Daniel a envoyé, étant donné que vous n'avez pas accès au laboratoire. Fait qu'on va essayer de faire jusqu'au 8 minimalement. Hein. On va attendre de savoir si le laboratoire finit par ouvrir, que vous pourrez venir voir, que vous pourrez venir faire les choses. Donc, dans les devoirs, on va regarder ça tout à l'heure. Aujourd'hui, on va voir processus d'appareillage, l'objectif d'appareillage, analyse d'un spéléogramme et RECD, et on voit le logiciel de programmation Oticon. Donc, si vous vous rappelez, la semaine passée, on a fait du NC et on a fait de la mesure inbox. Sur le Verifit 2, il y a une équipe CRV qui n'a pas utilisé le coupleur bleu pour le NC. Donc, c'est important, gardez ça en note, mettez ça dans votre tête. Le NC avec le Verifit 2 se fait avec le coupleur bleu et le coupleur bleu doit toujours être placé à gauche. On ne peut pas le placer à droite, ça ne fonctionnera pas. Il doit être placé à gauche. Et comme on peut voir sur l'image de droite, sur l'image de gauche, c'est comme ça qu'une prothèse auditive de type contour va s'installer. Donc, sur la croix, donc, il faut enlever sur l'aimant le pod des microphones, le pod des haut-parleurs, pas des haut-parleurs, des microphones, mais pas le microphone de référence, là, mais du coupleur, pardon. Il faut vraiment l'enlever de l'aimant, le tasser, la prothèse auditive va s'installer de cette façon-là. Contrairement, lorsqu'on fait une mesure dans la boîte, comme on voit sur l'image de droite, et que là, on va utiliser, dans le cas d'un RIC, par exemple, il faut utiliser moi, j'appelle ça une fourchette, là, mais c'est l'espèce de petit connecteur là, pour placer, comme si la prothèse auditive était sur l'oreille du patient. Et comme on peut voir également, les microphones, ils sont vraiment placés, les microphones de référence sont placés sur le côté. Ils ne sont pas placés sur le dessus, mais sur le côté. Si on les place sur le dessus, en fermant la boîte, les microphones vont s'écraser, les microphones de référence. Donc, c'est quand même important de les placer de cette façon-là. Et on place le pod de coupleur, évidemment, sur l'aimant, parce que c'est comme ça qu'il doit se placer. Donc, le NC, parce que si on travaille avec un Verifit 1, c'est le même coupleur, que ce soit du NC ou que ce soit du SREM.
donc de la mesure dans la boîte, c'est le même coupleur. Donc, il n'y a pas, c'est le coupleur argenté, alors que dans le Verifit 2, ils ont fait des coupleurs différents si on fait une mesure INSI ou une mesure SRAM. Donc, comme on peut voir, le speech map, le test box, donc si on utilise, si on a notre embout avec le contour d'oreille, si on n'a pas l'embout, on va utiliser le coupleur noir avec le petit tube qui est l'image en haut à gauche. Si on a l'embout, on enlève le coupleur, pas le coupleur, mais l'espèce de capot noir, là, et on va utiliser de la gommette pour mettre l'embout. Et si on utilise des RIC, des RIT, donc on va mettre l'écouteur directement dans le petit truc noir, ici. Donc, bien important, comme je vous disais, sur le Verifit 1, c'est le même coupleur et on voit sur le Verifit 1, que ce soit la mesure INSI ou que ce soit la mesure dans la boîte, la prothèse auditive s'installe de cette façon-là. Donc, il doit toujours faire, en fin de compte, les microphones doivent toujours être dans l'axe pour le haut-parleur de gauche dans la boîte. Parce qu'à un moment donné, on va voir un peu plus tard dans le Verifit, on est capable de faire des tests pour voir dans un milieu bruyant. Et la parole vient du haut-parleur de gauche et le bruit vient du haut-parleur de droite. Donc, c'est important de placer la prothèse correctement. Si on veut voir, par exemple, si nos microphones directionnels fonctionnent et que là, on va aller dans une fonctionnalité du Verifit et on va envoyer du bruit, c'est important de placer la prothèse correctement. Si on la place dans l'autre sens, à l'envers, on n'aura pas de mesure, puis on va penser que notre prothèse auditive est défectueuse, alors que ce n'est pas le cas. Donc, également, la prothèse auditive doit être en mode test, ce qui est quand même très important. Et on va le voir à chacun des manufacturiers, c'est que dans le logiciel du manufacturier, ça s'appelle différemment. Mode test, réglage de mesures techniques. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis ça NC, ça aurait été simple, mais c'était trop simple. Donc, à chacun des logiciels qu'on va voir, donc au cours des 8 prochaines semaines, là, vous voyez, c'est une image d'Unicron, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Et eux, c'est vraiment dans, eux autres, ils appellent ça instrument auditif ou appareil auditif, et c'est dans le mode test qu'on va le trouver. On va le voir tout à l'heure chez Oticon. La semaine passée, on a vu que si on pouvait le chercher différemment, on pouvait le trouver à différents endroits. Le seul qui est vraiment à part des autres, c'est vraiment Phonak. Phonak, on le voit la semaine prochaine. Phonak, il faut faire attention, il ne faut pas rentrer dans le logiciel. C'est vraiment comme dans l'écran d'accueil au départ. Et là, on va trouver notre mesure NC. Alors que tous les autres manufacturiers, c'est on entre à l'intérieur du logiciel, soit que c'est une icône, soit que c'est carrément à l'intérieur des menus qui sont dans le haut du logiciel. Mais on va le voir au cours des 8 prochaines semaines pour pouvoir le trouver. C'est la seule façon de le faire, il faut que je vous le montre. Vous le savez probablement déjà, mais sinon, je vais vous le montrer au fur et à mesure. Donc, le devoir, la fiche NC des modèles de prothèses dans votre boîte et l'impression oreille gauche, oreille droite. Bon, oreille droite et oreille gauche. Le problème qu'on a eu, c'est que certaines personnes ont travaillé là-dessus durant le laboratoire, d'autres personnes ne l'ont pas fait. On pensait qu'on était pour avoir accès au laboratoire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que les impressions qui étaient à remettre aujourd'hui, normalement, pour ceux qui n'auront pas eu le temps de les faire, c'est que je les ai incluses à l'intérieur du laboratoire d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui n'auront pas terminé leur fiche NC, donc ça va être important de les trouver peut-être aujourd'hui au laboratoire. En même temps, lorsque vous aurez terminé le laboratoire. Si vous avez remarqué, la semaine passée, le laboratoire, ça vous a pris à peu près 1h30, 1h45, 2 heures à peu près sur les 3 heures qui nous sont allouées. Donc, c'est un peu le même, ça va être le même principe. On va avoir du travail à faire aujourd'hui, mais ça ne vous prendra pas les 3 heures à faire. Donc, vous aurez le temps de descendre aux 400 pour faire les prises d'impression pour ceux qui ne les ont pas déjà. Ceux qui les ont déjà pourront me les remettre et ça comptera pour le premier devoir, tout simplement. Donc, ça va être important de les avoir, que je les ai au maximum à 18 heures aujourd'hui parce que ça compte pour une évaluation. Donc, dans le processus d'appareillage, comme on a vu, évaluation, sélection, vérification électroacoustique, nos mesures NC, on est vraiment dans nos ajustements. C'est vraiment là qu'on en est. L'objectif de l'appareillage, c'est l'audibilité des sons faibles, premier objectif qu'on a à avoir. Ensuite de ça, dans notre deuxième objectif, c'est confort pour la parole à niveau conversationnel. Donc, audibilité des sons faibles, confort pour la parole à niveau conversationnel. Évidemment, troisième objectif,
prévenir l'inconfort et protéger l'audition résiduelle des sons forts. On avait vu tout ça à la dernière session, mais c'est important de se le rappeler, quels sont nos objectifs d'appareillage, parce que dans notre ajustement, donc dans le cours qu'on a à faire, donc dans nos ajustements qu'on a à faire dans nos prothèses auditives, il faut toujours se rappeler, rendre audible la voix faible, d'avoir notre son confortable, d'avoir notre voix normale, confortable, et de prévenir l'inconfort et protéger l'audition résiduelle des sons forts. Donc, et si on se rappelle, la semaine dernière, lorsque vous avez fait les tests dans la boîte, je vous avais dit dans la séquence, on mesure le 75, on mesure le MPO, le RESR. Pourquoi? Pour s'assurer que notre audition soit protégée. Ensuite de ça, on fait notre 65, on fait notre 55, on fait notre 75. Donc, et tout ça apparaît sur un SPLogramme. La définition d'un SPLogramme, c'est de permettre l'affichage de tous les éléments nécessaires à l'appareillage dans un même écran décibels SPL. On se rappelle, on fait notre audiométrie en décibels HL. Donc, il faut transformer ces décibels HLA pour les mettre en SPL. C'est pas pire, vous n'avez pas à faire la formule vous-même. Le Verifit le fait pour vous. Mais c'est important de se rappeler d'où ça part tout ça. Donc, on le voit en décibels SPL. Donc, les éléments nécessaires à l'appareillage, nos seuils d'audition, first, c'est la première chose. Si on a nos niveaux d'inconfort, tant mieux. Si on ne les a pas, dans beaucoup de cas, on ne les a pas. Ce n'est pas grave. Verifit selon la méthode prescriptive qu'on va choisir, va nous les estimer. Évidemment, ça nous prend nos cibles, notre parole faible, conversationnelle, notre voix forte, nos cibles, niveau d'inconfort, et évidemment, nos niveaux de sortie de la prothèse auditive à 55, 65, 75 et notre RESR, notre MPO, donc lorsqu'on a fait nos différentes mesures, comme on a vu la semaine dernière dans le laboratoire. Donc, comme on peut voir dans la diapositive, on a nos petits astérisques qui sont situés en haut, qui sont nos niveaux d'inconfort qu'il ne faut jamais dépasser. Pour ceux qui ont utilisé DSL, vous avez remarqué que DSL nous donne un niveau d'inconfort un peu plus bas. Ça fait partie de la méthode prescriptive DSL, donc on a des petites croix vertes là, qui sont en bas. Donc, c'est important de ne pas les dépasser lorsqu'on utilise DSL. On a notre seuil d'audition qui est, on voit c'est l'oreille gauche, donc ce sont nos seuils d'audition à l'oreille gauche. La petite ligne en pointillé qui est en bas, c'est une audition normale, transformée de décibels HL en décibels SPL. Donc, comme on peut voir, à 250 Hz, une audition normale à 0 dB HL donne à peu près 18 décibels SPL. Donc, souvent, vous allez voir, on n'est pas à 0 pile comme on a sur nos audiogrammes en décibels HL. Donc, il y a quand même une transformation qui doit être faite. On a nos cibles qui sont situées ici pour la voix normale et on a notre LTAS. Comme je vous ai demandé la semaine dernière dans le laboratoire, de toujours voir notre LTAS fort pour s'assurer qu'il ne touche pas à notre RESR. Donc, c'est ce qu'on voit. C'est comme ça qu'on regarde. Je sais qu'on l'a vu la semaine dernière, mais de le revoir parce qu'on va le voir, pas qu'on va revoir ces diapositives-là, mais c'est quelque chose qu'on va voir à toutes les semaines lorsqu'on va faire de l'appareillage et c'est ça qui nous sert à analyser la performance de notre prothèse, si on a besoin d'abaissement fréquentiel, si notre patient entend la voix faible, parce que dans certains cas avec des surdités importantes, les cibles de la voix sont en bas des seuils d'audition. Donc, on se dit, OK, je vais le mettre sur les cibles, mais il ne l'entend pas. Entre autres, la semaine passée, c'est arrivé, entre autres, en haute fréquence. Dans certains cas, certains d'entre vous disaient, ah, ben, je ne suis pas sur ma cible. Oui, mais analysons l'histoire. Est-ce que je vais être sur ma cible? Est-ce qu'il entend la cible? Il ne l'entend pas. Donc, surtout en haute fréquence, à 8000 Hz, je ne suis pas sur la cible, mais je suis à peu près 25 décibels en bas de la cible. Ou pas en bas de la cible, pardon, en bas de ses seuils d'audition. Donc, il ne le perçoit pas. À un moment donné, il ne faut pas non plus essayer de faire percevoir des sons à des patients alors que théoriquement, il ne les perçoit pas. Donc, ceci étant dit, il faut être le plus près de la cible ou pas être le plus près possible compte tenu des ajustements et des limites de la prothèse, sinon être sur la cible. C'est quand même important. Donc, quand on fait l'analyse, on analyse nos cibles par rapport à nos seuils audiométriques. Donc, comme on peut voir sur la diapositive qui est là. Oui, Félix? Oui, moi, j'avais une question. Par rapport, nous, on a des prothèses haut de gamme. Par contre, si on travaille avec des prothèses qui ont une gamme moindre, on n'a pas toutes les, comment on appelle ça? Les canaux, les ouais, bandes. exactement, les canaux, puis on n'est pas capable d'aller précisément. Comment on fait
pour aller chercher toutes les cibles? Ouais. Regarde, je vais te donner un exemple, Félix. Même dans une prothèse auditive d'entrée de gamme style RAMQ, on va aller chercher au moins 12 canaux. Donc, tu vas avoir un canal pour chaque fréquence et interfréquence. Fait que maintenant, ce n'est plus un enjeu, le nombre de bandes ou le nombre de fréquences. L'enjeu, la différence qu'il va y avoir entre du produit d'entrée de gamme, de milieu de gamme ou de haut de gamme, c'est beaucoup plus la capacité qu'ont les différents algorithmes de pouvoir nous donner une performance en milieu bruyant, en milieu calme, en milieu venteux, donc dans ces différents aspects-là. Et même avec une prothèse haut de gamme, ça ne veut pas dire que tu vas être capable d'atteindre ta cible pareil parce que ta surdité est trop importante, par exemple. Fait que c'est pas, l'enjeu n'est pas tellement là, je te dirais, Félix. Parfait, merci beaucoup. Donc, comme on peut voir, si on regarde, bon, on voit très bien qu'on n'est pas capable, on n'atteint pas nos cibles en basse fréquence à 250 et à 500 Hz. Donc, on va avoir du travail à faire à ce niveau-là. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, voyez-vous, c'est la méthode prescriptive DSL. Et voyez-vous, on a des seuils d'inconfort maximaux qui sont un peu plus bas que les seuils estimés. DSL est comme ça. Si vous me demandez pourquoi c'est comme ça, je n'ai pas de réponse à vous donner. C'est partie intégrante depuis le début de la méthode DSL, donc il n'y a pas de... je n'ai pas de raison intelligente à vous donner. Il s'agit simplement de le savoir et de ne pas aller au-delà de ces seuils. Comme on peut voir, évidemment, là, c'est notre voie normale. Donc, on est tout près de nos seuils d'inconfort. Donc, on peut supposer qu'avec notre voix forte, on pourrait peut-être y toucher, mais on fera les ajustements à ce moment-là. Donc, lorsqu'on analyse, lorsqu'on tire nos courbes et qu'on analyse nos choses, bien, on est capable de savoir où situer ma cible, où est situé le niveau maximal, où sont situés nos seuils d'audition. Comme dans ce cas-là, toutes nos cibles sont audibles. Donc, théoriquement, on ne devrait pas avoir de difficulté à faire entendre le patient. Mais ça peut arriver, surtout en haute fréquence, par exemple, où nos cibles ne seraient pas atteintes, nos cibles seraient en deçà des seuils d'audition. Et là, lorsqu'on va voir les différents principes d'abaissement fréquentiel, ça peut être un indice de savoir que notre patient n'entend pas sans abaissement fréquentiel. Mais ça, on va y revenir. Donc, lorsqu'on va tirer notre voix faible, comme on peut voir, là, voyez-vous, c'est une image qui est différente. Donc, nos cibles en haute fréquence ne sont pas audibles. Donc, je ne l'atteins pas vraiment, mais on ne se cassera pas trop le basic pour travailler vraiment de façon forcenée pour atteindre notre cible à 8000 Hz. On est vraiment en bas. C'est bien de ne pas être trop loin, d'être le plus proche possible, mais on va travailler beaucoup plus pour notre 250, notre 500 que notre 8000. Et souvent, le 8000 Hz, les prothèses ne sont pas capables de nous le donner. Il faut faire attention à ce niveau-là. Et par la suite, on va tirer... Là, comme on peut voir, là, on voit le LTAS, mais c'est de notre voix faible, mais ce n'est pas super pertinent. Comme je vous ai dit, ce qui est important, c'est de voir notre LTAS à la voix forte. C'est super important. Donc, notre analyse RECD, donc, on a pris des mesures RECD la semaine passée. Si on se rappelle, lorsqu'on a vu Jonathan, c'est pas vrai, dans le laboratoire, pas Jonathan, Derek était avec Patrice. Derek, on avait vu qu'il y avait un conduit auditif plus grand que la normale. C'est important de le mesurer. Et si on se rappelle, Vicky, tu avais une petite, en haute fréquence, en basse fréquence, ton conduit est un petit peu plus grand. Puis ensuite de ça, la majorité d'entre vous, le conduit auditif est à peu près de la grosseur selon la moyenne. Et ça, ce n'est pas en vous regardant que je vais dire, ouais, toi, Marianne, il va être plus petit que la normale, alors que Caroline, tu es plus grande, il va être plus grand. Alors que non, vous avez des conduits auditifs qui sont sur la normale. Donc, on ne peut pas le prédire d'avance. Ce qu'il faut faire, c'est pour ça qu'il faut le mesurer. Parce que ça peut arriver que Derek, même s'il est beaucoup plus grand et beaucoup plus bâti, qu'il y ait un conduit auditif sur la norme. On ne peut pas le prédire. Donc, et c'est important, dans le cas de Derek, par exemple, c'est que ça va prendre beaucoup plus de puissance pour combler les cibles. Donc, notre facteur de correction, qui est le RECD, c'est important de le mesurer, comme on l'a vu la semaine dernière. Et je trouvais que c'était deux beaux, autant Vicky avec tes basses fréquences, autant Derek avec toutes les fréquences, de voir que, OK, est-ce que c'est normal d'avoir un conduit auditif comme ça? Ben oui, c'est le tien, puis il faut être capable de l'analyser correctement. Au surplus, Vicky, dans ton cas, quand on se rappelle, ce n'est pas une fuite en basse fréquence. C'est vraiment quelque chose qui est comme ça, puis qui remonte. C'est quand même, je pense que c'était avec Mathilde dans le laboratoire, Vicky, c'est ça?
Ah, mais Mathilde, vous avez vu, puis Patrice, puis Derek, vous avez vu que les conduits sont plus grands. Donc, c'est important de l'analyser correctement et quelle va en être la conséquence. Parce que la majorité des autres, c'était... Là, je ne suis pas en train de dire de prendre tout le monde, Vicky ou Derek, comme exemple pour tester des RECD, là, mais c'était juste un exemple qui était quand même important de souligner à cet égard-là. Donc, quand on fait notre analyse, comme je disais, on compare la mesure du RECD du patient à la mesure du RECD moyen, et ça va nous indiquer un certain nombre de choses. Donc, on compare le volume du conduit auditif du patient au volume. C'est ça la comparaison qu'on en fait. Et comme on peut voir, dans ce cas-ci, on est au-dessus de la normale. Donc, au-dessus de la normale, qu'est-ce que ça nous dit? Je vous écoute. Soyez pas gênés. Vas-y, Jonathan. Volume résiduel plus petit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ben, ça veut dire que le canal il est plus petit, ça va nécessiter moins de force, une amplification plus importante. C'est ça, c'est que dans votre tête, il faut toujours le penser. Est-ce que ça va me prendre plus de puissance dans la prothèse ou moins de puissance? Et si vous vous rappelez dans les ajustements que vous avez faits la semaine passée dans la boîte, si vous regardiez l'écran de l'ordinateur et si vous regardiez l'écran du VeriFit, vous étiez sur vos cibles. Et ça donnait des courbes qui étaient complètement hétéroclites dans l'ordinateur. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas se fier à ce qui est à l'ordi parce que ça va vous donner des espèces de trucs en électrocardiogramme ou un peu bizarres, des monts et des vallées. Donc, ce qui est important, c'est ce qui est sur le VeriFit parce que c'est ça qui est dans l'oreille du patient. Au surplus, si on a un conduit auditif plus petit ou plus grand, donc ce que ça va nous dire dans notre tête, c'est que notre ajustement qu'on va faire, peu importe la méthode prescriptive qu'on va utiliser, c'est que je vais avoir besoin de moins de gains si mon conduit est plus petit, puis je vais en avoir besoin de beaucoup plus si mon conduit auditif est plus grand. Aussi, c'est important de le mesurer, le RECD, parce que ça va influencer les cibles de ma méthode prescriptive. Parce que ce qui va arriver si on ne mesure pas, je reprends encore Derek parce qu'il y avait un conduit auditif qui était plus grand, je reprends encore l'exemple de Derek, si on ne mesure pas son RECD, je prends la méthode prescriptive, qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est pas assez fort. On va dire, voyons, comment ça, c'est pas assez fort, je suis sur mes cibles, il va dire, c'est pas assez. Puis là, on augmente. Alors que si on avait pris le RECD, on l'avait entré dans le VeriFit, et là, on aurait une cible qui aurait été corrigée. Donc, on aurait beaucoup moins taponné et on aurait beaucoup moins joué. Puis, vous en êtes rendu compte la semaine dernière, quand je vous ai dit, on ajuste le 65 avec les 3 intensités, quand vous avez mesuré le 55 et le 75, vous avez beaucoup moins travaillé pour faire ces ajustements-là. Alors que vous avez travaillé beaucoup plus sur le 65, ce qui est normal. Donc, parce que vous avez entré le RECD individuel de chaque personne. Donc, ça a une influence. Chaque chose a une influence. Donc, c'est quand même important de le souligner et de bien le comprendre. Donc, on mesure le RECD du patient. Dans ce cas-là, le volume du CA du patient est plus petit que la moyenne, donc l'intensité sonore est plus élevée, donc ça va nous prendre moins de gains à l'intérieur de la prothèse. Ça va influencer les cibles de notre méthode prescriptive. Donc, ça, c'est un WRECD, et c'est là ce qui est important de savoir, c'est que, bon, la courbe numéro 1, si on se rappelle, c'est la calibration du microphone. La ligne 4 qui est en pointillé, c'est le RECD moyen. La courbe 2, c'est le volume du conduit auditif qui a été mesuré. Et la courbe 3, c'est son RECD. Donc, comme on peut voir, la différence avec si on regarde ici, donc si on regarde un VeriFit 1, les deux courbes ne se croisent pas, les courbes du haut ne se croisent pas, alors que sur un VeriFit 2, les deux courbes se croisent et c'est normal. Pourquoi? Sur le VeriFit 1, on utilise un coupleur 2cc. Sur un VeriFit 2, on utilise un coupleur 0,4cc. Donc, c'est là qu'est la principale différence. Mais il faut être capable d'analyser, de comprendre lorsqu'on a une fuite en basse fréquence. Oui, Jessie? La courbe 2, vous avez dit, c'était quoi? La courbe 2, c'est le volume du conduit mesuré. Ça va? Et ensuite de ça, le VeriFit fait la différence entre les deux courbes qui nous donne la courbe 3, qui est le WRECD dans ce cas-là, du patient. Donc, comme on peut voir, on n'a pas nos basses fréquences sont un peu plus haut que la normale et
haute fréquence sont un peu plus basses que la normale. Évidemment, beaucoup de personnes, puis ça, je vous dirais que c'est une analyse qu'il faut faire régulièrement. C'est comment je fais pour savoir si j'ai une fuite, donc mes basses fréquences ne sont pas étanches, ou comment je fais pour savoir si ma sonde est assez loin. Donc, évidemment, lorsqu'on travaille avec un VeriFit 2, on a le ping pour voir si la sonde est assez loin, donc que vous avez utilisé, donc ça nous donne un bon indice. Mais en basse fréquence, c'est vraiment si notre courbe descend. Donc, si on a une espèce de roll-off en mauvais français, qui fait que c'est là qu'on va avoir une fuite. Pour plusieurs d'entre vous, je vous ai montré que la mousse à l'intérieur du conduit auditif externe doit être à l'égalité du début du conduit auditif externe. Elle ne doit pas ressortir de l'oreille, mais être vraiment, excusez l'anglicisme, flush avec le conduit auditif externe. Et c'est ça qui va nous permettre de mieux contrôler la fuite en basse fréquence. Parce qu'évidemment, si on a une fuite en basse fréquence où notre sonde n'est pas assez loin, donc une fuite qui se situerait ici, et notre sonde est vraiment pas assez loin, ce qu'il va faire, c'est que l'appareil, le VeriFit, lui, va faire un calcul en disant, OK, mes basses fréquences, mes hautes fréquences, mes conduits sont plus grands que la normale, donc je vais donner plus de gains. Et ce qui va arriver au bout de la course, c'est que le patient va trouver que la voix est métallique, les sons aigus sont trop forts et les basses fréquences ou le bruit est trop fort. Puis là, on va se dire, mais pourquoi je dois ajuster? Bien, parce que j'ai mal fait mon RECD ou je l'ai mal analysé. En reconnaissant de mauvaises mesures, quand on va l'appliquer dans les méthodes prescriptives, bien, on va être capable, de refaire le WRECD ou le RECD correctement, mais quand on est capable de l'analyser, on est capable d'en déduire les conséquences qui vont arriver lorsqu'on va faire notre appareillage. Donc, c'est important de bien le comprendre, de bien saisir toutes ces particularités-là. On mesure le WRECD du patient. La mesure du WRECD du patient est supérieure en basse fréquence, près du moyen en fréquence moyenne, en moyenne fréquence, et inférieure en haute fréquence. Donc, le volume du CAE est en général près de la moyenne. On a quand même de petits écarts. Mais là, si je vous demande de faire une analyse d'un WRECD ou d'un WRECD, bien, on va l'analyser comme ça, basse fréquence, moyenne fréquence, haute fréquence, à moins qu'il soit vraiment en bas du RECD moyen ou en haut, donc on va l'indiquer, mais il faut vraiment être capable de l'analyser et de le faire, de pouvoir l'analyser correctement. Introduction d'une nouvelle notion, le SII, qui est le Speech Intelligibility Index. C'est quelque chose qui est intéressant à connaître parce que ça va nous aider en contrôle post-prothétique beaucoup. Le SII, c'est puis là, j'ai fait une traduction libre, c'est la prédiction du pourcentage de l'information, donc de l'énergie de la parole qui est audible par une personne. C'est ça la définition du SII. Dans la norme NC 3.597, Methods for Calculation of the Speech Intelligibility Index, ça donne un index numérique qui représente quelle quantité de parole est audible. Donc, quelle est la quantité de la parole amplifiée qui se retrouve au-dessus de la courbe SPL? C'est comme ça qu'il faut analyser le chiffre que ça nous donne, parce que le SII nous donne un chiffre. Donc, c'est important. Et rappelez-vous, la semaine passée, pour plusieurs d'entre vous, la mesure NC n'est pas, dans le domaine de la prothèse auditive, ce n'est pas uniquement le fait d'avoir la norme NC de fabrication. C'est que la norme NC prévoit énormément de choses. Comment je place ma prothèse auditive? Quelle est l'épaisseur de mousse qui doit aller dans un appareil de mesure? À quelle distance je dois mettre mon patient quand je fais des mesures? Et ça, je ne vous demande pas d'apprendre les mesures NC, mais il faut comprendre que les mesures NC norment chaque aspect de notre travail. Au surplus, oui, pour avoir nos tolérances au niveau de la norme de la fabrication des prothèses auditives, mais beaucoup plus que ça. Oui, Dave? Mais en fait, tu sais, quand on regarde le SII là, sur le VeriFit, tu as tout le temps comme deux chiffres. Tu as comme le premier chiffre qui, je ne sais pas moi, il est 33. Là. Oui. Puis quand tu amènes ta courbe sur tes cibles, ben là, tu es rendu en 72. Est-ce que c'est comme l'amélioration? Non, je vais te l'expliquer dans quelques... Non, en fin de compte, c'est que ton premier chiffre, c'est en fin de compte, c'est... Comment je peux te dire ça? C'est ton seuil d'audition par rapport à la voix normale. Donc c'est ton chiffre non amplifié. Donc, la personne, sans amplification, elle entend 33, puis je vais vous montrer dans quelques minutes, il y a une diapositive qui vous dit comment se repérer à travers le graphique du SII versus le CST.
ce qui va nous permettre de faire des prédictions par rapport à ça. Mais ton premier chiffre que tu vois, c'est le chiffre non amplifié. Donc, c'est là que oui, ça dénote l'amélioration, mais c'est parce que le chiffre, il faut le reproduire sur un graphique. Donc, important, le SII n'a pas de lien avec la formule prescriptive. Donc, c'est vraiment un indice qui est calculé. Ça n'a pas de lien. Ça veut dire que ça n'a pas d'impact sur la formule prescriptive, le SII. Ça a un lien parce que c'est déduit de la formule prescriptive, parce que c'est par rapport à notre seuil d'audition et par rapport à nos cibles, mais ce n'est pas lié. Il n'y a pas de facteur de correction au SII qu'on va ajouter. C'est vraiment la résultante de notre amplification. Donc, c'est fun, on a 2 fois la même diapo. Ça, ce graphique-là, c'est important pour une raison qui est fort simple. C'est que notre résultat, donc notre chiffre corrigé, on le voit là, c'est notre chiffre corrigé, là, c'est la courbe bleue. Et c'est important de savoir où il se situe sur la ligne du bas. Donc, admettons, sur un audiogramme, par exemple, j'ai le chiffre 60. Donc, 60 me permet de prédire que je vais avoir à peu près 97-96% de l'énergie de la parole qui est disponible pour le patient. Si on regarde, si j'ai un chiffre de 70, j'ai à peu près 99%, puis à 80, j'ai pratiquement 100%. Donc, pour prendre ton exemple tantôt, Dave, ce que tu disais, par exemple, il y a un patient qui a 30, non appareillé, ça veut dire qu'il y a à peu près 60% de l'énergie de la parole qui est disponible. Puis lorsque je me retrouve avec 60, lorsqu'il est appareillé, je me retrouve avec 96% à peu près. Donc, on va toujours essayer de voir si on est capable d'atteindre un 65-70 au SII. Mais encore là, si je suis sur ma cible, puis j'ai 32, parce que j'ai une perte sévère profonde, je vais avoir 32. Je n'y donnerai pas de la suramplification pour atteindre 70. Puis je vais vous montrer comment on va l'interpréter par rapport à un patient. Donc, cette courbe-là, comme on peut, c'est la même diapo. Donc, comme on peut voir sur le Verifit 2, ça va répondre à ta question, Dave. Donc, on peut voir sur la voix faible, j'ai 9 comme SII, mais lorsque je mets la prothèse auditive, j'ai 38. Évidemment, 38, ça ne me donne pas beaucoup d'intelligibilité de la parole, mais on parle de la voix faible. Mais voyez-vous, mes cibles en haute fréquence sont en bas de mes seuils d'audition. Donc, ça a une influence. Si on va sur la voix normale, donc je tombe à 17 sans amplification, mais à 59 avec l'amplification. Évidemment, la voix forte va être beaucoup plus forte parce que je suis beaucoup plus, mes cibles sont beaucoup plus élevées. Mais à la voix normale, j'ai 59 d'un côté, 64 de l'autre, j'ai à peu près 60. Donc, je donne plus de 95% de l'énergie de la parole disponible. Donc, voyez-vous, là, comme je vous disais, pour chaque test de la parole normale, faible et forte, le SII appareillé et non appareillé est montré. C'est un outil visuel pour démontrer le bénéfice. Mais encore là, il faut faire attention. C'est que si je redonne 60, donc j'obtiens 65 au SII pour un patient. Donc, dans ma tête, je me dis, hey, j'y donne pratiquement 98% de l'énergie disponible pour qu'il comprenne ma parole. Et dans votre tête, vous avez regardé l'IMDS du patient, puis il y a un IMDS de 12. Je vais lui donner 800% de la parole, il y a un IMDS de 12. Fait que je n'en parle même pas du SII à ce patient-là. Parce que même si je lui dis, ah, mais Mme Tremblay, je vous donne 90%, 95% de l'énergie de la parole pour comprendre la parole. Un, elle ne vous comprendra pas parce qu'elle a 12 d'IMDS. Donc, elle comprend 3 mots sur 25. Et de 2, là, vous allez commencer à la perdre dans des explications qui vont faire que ça n'ajoute rien à votre intervention. Oui, Patrice? Oui. Je ne vois pas là où ça, le premier chiffre, le deuxième chiffre dans le SII. Tu vois, là, dans cette diapositive-là, prenons le soft à 55. Oui. Tu as le premier chiffre qui est en haut ici, 9. Oui. Et le deuxième qui est en bas de 38. Ici, là. Ah, OK. OK, comme ça. OK. C'est là le SII. C'est ça. Le SII non appareillé, c'est le petit chiffre en gris. Ça, c'est une image de Verifit 2. Et ça, c'est celui qui est appareillé.
Ensuite de ça, on passe à la voix normale. On a 17 non appareillés, 59 appareillés. Et la voix forte, 28 non appareillés et 70 appareillés. C'est ça ici. Ça va? Puis là, on avait sélectionné la fonction SII pour voir cet écran-là. Normalement, la fonction SII, elle est toujours actionnée. On peut actionner autre chose qui est le PMSE, mais ce n'est pas pertinent. C'est vraiment le SII. D'habitude, on le voit d'emblée. C'est toujours on n'a pas besoin de la sélectionner, la fonction. Elle apparaît automatiquement. OK. Parce que je veux... Oui. Je n'ai pas en tête là, le... Tu vas voir cet après-midi, lorsqu'on va voir le vérifier. C'est ça. Puis, qu'est-ce qui signifie CST dans la diapo là, 30? Oui. SII versus Predicted. Oui, en fait, compte, c'est le CST, c'est le Connected Speech Test. C'est comme ça que Sherbico et Studebaker en 2003, quand le SII, la façon de l'interpréter, c'est le Connected Speech Test, c'est ça qui détermine quelle est la quantité, le pourcentage de la parole qui est disponible. Donc, c'est en relation le SII qui est sur l'axe en bas et le CST qui est sur l'axe d'en haut. C'est le Connected Speech Test. Les autres, c'est quand ils ont fait, quand ils ont mis en place le SII, ça date de 2003, ça ne fait pas 50 ans qu'on utilise ça. C'est le CST, c'est eux autres qui ont déterminé, puis on se sert de ça, puis c'est accepté comme convention, que le SII et le CST. Le CST, c'est la quantité de la parole qui est audible. Mais dans un examen, je ne vous demanderai pas quel est le CST, c'est pas ça que je vais vous demander. Quand vous allez l'analyser, vous allez me donner quelle est la quantité de parole disponible. Le pourcentage de la parole qui est disponible. Jessie? Moi, je comprends pas bien. Mettons qu'on n'a pas le graphique, là, comment qu'on sait, en se fiant juste au vérifié, qu'on a 90% de l'énergie de la parole? C'est parce qu'à un moment donné, vous allez le savoir par cœur qu'au-dessus de 60, c'est un très bon score. Retenez qu'au-dessus de 60, c'est un très bon score parce qu'au-dessus de 60, tu as 96% de l'énergie de la parole. En haut de 50, tu en as à peu près 90. En bas de 50, ben là, ça drop quand même de façon assez importante. Là. Je veux dire, à 50, tu es à 95. À 40, tu tombes à 83 à peu près. Puis à 30, tu es à 60. Tu calcules qu'à 30, c'est pas très bon. À 40, c'est pas pire. À 50, c'est 60. Il faut vraiment aller voir 60. Je sais que vous allez peut-être entendre. Il faut vraiment le regarder comme ça. Je suis à 59, 60. Ben, mon CST est bon. Je ne sais pas qui avait la main levée, Vicky ou Amélie. On va y aller avec les filles d'Eric avant. Vicky? Ben moi, c'est encore le graphique, je comprends pas. Le CST, c'est comme... C'est la quantité d'énergie. C'est la quantité d'énergie de la parole rendue disponible au patient. Mais le SII, c'est avant d'être amplifié ou après être amplifié? Tu as les deux. Sur le graphique, sur l'autre diapositive, tu as les deux. Mais nous, excuse. Regarde, ici, là, tu vois, là, tu as les deux. Les bandes de couleurs sont ceux amplifiés. La bande en gris, c'est non amplifié. OK. Mais mettons, sur le graphique, c'est quand c'est amplifié? Oui, toujours. Ben, en fin de compte, toujours. C'est parce que ça te permet, sur le graphique, c'est amplifié ou non amplifié, ça n'a pas d'importance parce que tu as une valeur. Fait que la valeur, mettons, non amplifiée, tu obtiens 30. Ah, OK. Tu es capable de l'interpréter sur le graphique, il est absolu, là, il n'est pas relatif. OK, je comprends. Merci. Bienvenue. Amélie? Moi, je voudrais savoir à partir d'un IMDS de combien qu'on peut considérer le SII. Ben, écoute, c'est sûr que moi, je te dirais, là, lorsqu'on obtient, là, c'est parce que je regarde en l'air et je change dans ma tête, là. Je te dirais, si j'ai en bas de 50 %, tu sais, le patient, il comprend, il décode correctement un mot sur deux. Je n'insisterai pas sur le SII tellement. Mais ça nous sert en contrôle post-prothétique, pas à l'appareillage. Parce que le patient, ça se peut qu'appareiller, même s'il y a une IMDS de 50 % qui se débrouille très bien. On va faire le COSI, on va faire notre questionnaire. Puis ensuite, le patient va nous dire, puis là, le premier truc qu'il a mentionné, c'est
Ah, là, j'ai beaucoup de difficultés au questionnaire. Puis là, ce qui est en appareillage, écoute, ça va bien dans 75-80 % du temps, puis je comprends mieux. Parfait, j'ai pas besoin de parler du SII. Alors que si on a un patient qui a un IMDS de 92, puis qui dit qu'il a de la difficulté à comprendre la parole, puis tu as un SII de 70, là, tu dis, OK, il y a quelque chose que je ne fais pas comme il faut. Qu'est-ce qui se passe? Là, il faut que je cherche la raison pour laquelle il ne comprend pas la parole, parce que dans ta tête, ça va se dire, j'ai un bon IMDS, il y a un bon SII, j'y donne l'énergie de la parole pour qu'il puisse comprendre, mais pourquoi il ne comprend pas bien? Bien là, tu vas investiguer les différentes situations sonores dans lesquelles le patient se trouve. Est-ce qu'il se retrouve régulièrement? Et c'est là que notre data logging, notre carte de données, quand on va les voir, c'est là qu'ils vont nous servir. Est-ce qu'il est souvent en milieu bruyant? Quel type de bruit? Est-ce que le bruit est fort? Là, ça va nous permettre une analyse supplémentaire. Est-ce que je devrais y créer un programme supplémentaire pour qu'il puisse mieux atténuer le bruit, que les fonctions automatiques ne sont pas suffisamment puissantes? Et c'est là, pour répondre à ta question, c'est Félix qui posait la question prothèse haut de gamme, milieu de gamme. C'est là que tu vas te poser la question, ma prothèse entrée de gamme par rapport à mes algorithmes, est-ce qu'elle est suffisamment performante compte tenu des besoins du patient que là, on a découvert parce qu'il l'a utilisé en contrôle? Tu comprends? Voyez-vous, là, ça va bien. Je vous lâche ça comme ça, là, puis je fais appel à 72 notions. Mais au fur et à mesure qu'on va les voir, on va les rattacher ensemble parce que toute notre intervention, elle n'est pas désincarnée de nos algorithmes. Elle n'est pas désincarnée de la performance du patient. Elle n'est pas désincarnée de son IMDS. Elle n'est pas désincarnée de la gamme de prothèses qu'il a. Elle n'est pas désincarnée de l'environnement sonore dans laquelle il évolue. Est-ce qu'il évolue? C'est ma grand-maman de 92 ans qui est au CHSLD, qui est toujours dans sa chambre. Ma personne qui est en perte cognitive, donc qui a énormément de difficultés, donc une Alzheimer qui avance rapidement, ou mon patient qui a 53 ans, qui est super en forme et qui fait 72 millions d'affaires. Bien là, ce n'est pas vrai parce qu'on est à la maison de 8h à 5h le matin, mais en temps normal, il fait 92 patentes. C'est pas... Ça va avoir une différence et ces patients-là vont être beaucoup plus exigeants. Donc, mais comme je vous dis, c'est un outil. Puis on le voit là, on le voit dans... Sur le Verifit 2, il s'affiche en graphique et en audibar, là, les petits graphiques qui est là, alors qu'en Verifit 1, il est uniquement en chiffres au bout ici. Là, voyez-vous, là, en speech, à 65, on avait 81. C'était fantastique. C'était pour l'exemple. Je veux dire, c'est là, mais on va le voir, c'est marqué SI, on va le voir ici. Là. Mais lui, évidemment, il trichait un peu parce que même, on a le unaided average à 65, il y avait déjà 66. C'était dur de faire pire. Hein. Mais c'est comme ça, mais il faut le voir. C'est un outil post-prothétique. Puis ça nous aide à souvent comprendre plusieurs choses. On va commencer un petit compte tout de suite. Avez-vous des questions? Je vous dirais, le SII, cassez-vous pas la tête avec ça. C'est vraiment lorsque vous allez faire des simulations comme on a fait la semaine passée, comme vous allez faire cet après-midi. Là, je vais attirer votre attention sur le SII parce que votre laboratoire, il faut que vous interprétiez le SII. À 55, à 65 et à 75. La partie 3 du laboratoire cet après-midi, c'est là-dessus. Donc, on va faire l'ajustement de la prothèse Oticon et vous allez interpréter le SII. Fait que ça va vous mettre, vous dire, OK, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Là, je vous le montre en théorie, mais quand vous allez voir en pratique, c'est beaucoup plus tangible à ce niveau-là. Ça va? Mais avez-vous des questions? C'est quand même important de savoir si vous avez des questions. Non, c'est beau. Parfait. Donc, Oticon, People First. C'est leur slogan. Il y a 2 logiciels chez Genie. Il y a Genie, le standard pour les anciennes générations de prothèses auditives, et on a le Genie 2, dans lequel on ajuste les nouvelles prothèses auditives. Dans votre cas, dans notre cas, dans nos boîtes, on a la OPN 1S, si je ne me trompe pas. Yes, la OPN S1. Le logiciel se présente comme ça. Donc, on peut se connecter de 2 façons différentes. Donc, soit en cliquant sur le mot « Connecter » en haut à gauche ou sur la banderole en bas à droite. Connecté. On peut également simuler des prothèses auditives. Donc, si on n'a pas, des fois, c'est pratique. Dans tous les logiciels, là, ce que je vais vous expliquer, dans beaucoup de logiciels, vous allez les trouver. Certains fabricants sont plus wise et sont plus brillants. Dans certains autres manufacturiers, c'est un peu plus complexe à chercher. Sauf que si on clique sur simuler, c'est que là, je peux aller voir les différentes caractéristiques de tous les modèles de prothèses auditives de la plateforme du fabricant. Et on va retrouver également les familles de prothèses au centre. Donc, on peut simuler. On retrouve sur le côté à gauche
les manufacturiers, de la façon qu'ils ont fait leur logiciel, soit vous allez retrouver tous les onglets dans une colonne à gauche, ou vous allez les retrouver dans la partie supérieure du logiciel. C'est un ou l'autre. Ce n'est pas super complexe, puis on retrouve à peu près toutes les mêmes fonctionnalités. Donc, démarrer ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter la prothèse auditive, important. Souvent, vous allez voir connecter chez Oticon, puis vous allez avoir une petite flèche qui est ici en bas. Assurez-vous de choisir la bonne interface de programmation. Est-ce que c'est Noah Wireless qu'on va utiliser ou chez Oticon, il y a Noah Wireless, on peut utiliser le iPro 2, on peut utiliser le Fitting Link. Ici, au laboratoire, c'est simple, on utilise le Noah Wireless. Les prothèses auditives s'utilisent avec ça, c'est beaucoup plus simple. Et avec la majorité des fabricants, sauf Widex, c'est pain in the ass, on n'utilise pas le Noah Wireless, on utilise leur ProLink. Ça, c'est une obligation. Ils sont têtus comme ça, mais bon. Puisqu'on fusionnait avec Signia, éventuellement, ils auront peut-être la possibilité d'utiliser Noah Wireless. Donc, on clique sur « Connecter ». Et ce qu'on obtient, on obtient notre prothèse auditive. C'est important de lui attribuer le bon côté. Donc, dans ce cas-là, j'avais qu'une seule prothèse. C'était une OPN S1 Mini RIT 312. J'ai mon numéro de série. Et j'ai sélectionné ma prothèse. Elle est située à droite. J'ai un écouteur droit sur ma prothèse auditive. Donc, je continue. Si jamais ce n'est pas la bonne prothèse auditive, et là, ça va être important cet après-midi, comme c'était la semaine passée, de vous assurer d'avoir le bon numéro de série parce que si vous travaillez, ça se peut que vous soyez capable de détecter la prothèse du voisin. Donc, ce n'est pas efficace. Donc, assurez-vous. Si vous envoyez 2 ou 3 apparaître, reconnaissez votre numéro de série pour choisir la bonne. Là, ça allait bien. Moi, j'en avais qu'une seule. Donc, on clique sur « Continuer ». Donc, est-ce qu'on utilise les données de la prothèse auditive, démarrer une nouvelle installation ou utiliser les données de la session? Utiliser les données de la session, ça veut dire que, je donne un exemple, vous avez fait l'ajustement d'un patient. Il est revenu en contrôle, puis il dit « Ah non, ça ne fonctionne pas bien, on va ajuster. » Donc, tu réajustes. Puis, il revient te voir après, puis il dit « Ah non, c'est la première fois comme on a ajusté, ça fonctionne bien. » Bien là, vous êtes capable d'aller chercher dans Noah le paramètre qu'il voulait et vous êtes capable de le réimplanter dans la prothèse auditive. Donc, c'est quand même important pour ça. Donc, dans votre cas, aujourd'hui, vous allez faire de démarrer une nouvelle installation. Moi, j'avais déjà préprogrammé la prothèse, fait que j'ai utilisé les données de la prothèse. Et on se retrouve avec cet écran-ci. Mais oh, surprise, comme on peut voir dans le coin en haut, programmer un nouveau firmware. Donc, dans la prothèse auditive, il y a une mise à jour à faire. Oticon a amélioré ces choses, c'est que je ne suis plus obligé de faire la mise à jour pour pouvoir travailler avec la prothèse. Avant, c'était obligatoire. Si je ne le faisais pas, la prothèse, il nous sortait du logiciel, puis la prothèse, fuck you, ça ne marche pas. Là, ce n'est pas le cas. Si vous voulez faire la mise à jour cet après-midi, je vous conseille de le faire en fin de laboratoire et pas en début de laboratoire. Parce qu'il faut brancher un iPro 2, il faut aller chercher les câbles, il faut brancher la prothèse comme il faut. Ce n'est pas très long à faire. Ça prend des fois 2-3 minutes à faire, mais je ne peux pas le faire. Et ça, Oticon sont en retard chez tout le monde. On ne peut pas le faire via Noah Wireless, alors que tous les autres fabricants, je suis capable de le faire, de faire la mise à jour de leurs produits sans être obligé de brancher la prothèse. Oticon a amélioré, mais pas au complet. Donc, c'est assez simple. Donc, on fait la mise à jour. L'écran se présente comme suit. La mise à jour, donc, ils disent le temps estimé de la mise à jour est de 3 minutes. Nous vous recommandons d'utiliser iPro 2 pour de meilleures performances. Assurez-vous d'avoir une connexion Internet stable parce qu'évidemment, la mise à jour se télécharge via. On n'a pas besoin de le faire, c'est le logiciel qui le fait pour nous. Donc, quand on a branché notre prothèse, on fait mettre à jour. Ça nous apparaît comme ceci. Ensuite de ça, on a détecté notre prothèse auditive, elle apparaît et on clique sur mettre à jour qui, là, ici, il ne sera pas en gris, là, il va être en noir et ça va prendre à peu près 2-3 minutes. Ce n'est pas très long, ça se fait quand même bien. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas débrancher la prothèse et ça, c'est important. Il ne faut pas débrancher la prothèse lorsqu'on est en mise à jour, puis là, le logiciel nous le dit parce que sinon, on perd tout, puis là, on fuck le système, puis la prothèse devient non fonctionnelle. Donc, vous pourrez vous exercer, mais je vous dirais, faites-le à la fin du laboratoire pour être sûr. Donc, vous êtes capable de travailler avec la prothèse auditive, vous allez capable de faire le laboratoire parce que vous allez probablement avoir une mise à jour à faire. Ce que je trouve le plus con chez Oticon, le plus con, mais con avec un K,
tu envoies une prothèse en réparation, tu reçois la prothèse en réparation et ils te disent il y a une mise à jour à faire. Là, dans ma tête, à moi, c'est comme tas de cas, je les descends tous du ciel, ils l'avaient en main, puis ils n'ont pas été assez foutus, bande de cons, avec un code de mettre à jour. Et ça m'est arrivé devant un patient de faire ça. Les 2 prothèses cessent de fonctionner. J'ai lu, oui, Estelle, moi, ça n'a pas fait ça, là. En dedans, là, je bouillais, là. Je suis devant le patient, j'ai livre des réparations, puis c'était dans le moment, Oticon s'est fait hacker l'année passée. Donc, les réparations prenaient 1 mois avant de recevoir. Ça faisait 1 mois et demi, je reçois une prothèse, je mets à jour. Écoute, j'ai engueulé Luc Durand, là, comme du poisson pourri. Il n'y a rien que je n'y ai pas dit. Il n'y a rien. Imaginez les pires cochonneries que vous pouvez dire à quelqu'un que vous détestez, bien, j'y ai dit. Puis après ça, je dis à Luc, puis Luc, c'est un bon ami, on se connaît depuis 30 ans. Après ça, je dis, bon, là, j'ai dit tout ce que tu avais à dire. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Là, j'ai dit, j'envoie les prothèses chez vous, je ne te parle plus. Puis arrange-toi pour que ça marche parce que sinon, ça va aller mal. Je vais aller te voir à Toronto. Là. Je vais faire un voyage spécial pour aller te botter le cul. Là. Mais c'était finalement, ils ont réglé le problème. Mais là, j'ai dit, tu mets ça hyper roche. Là. Tu mets ça, j'ai dit, ça me les prend pour hier. Là. Je suis devant le patient. Ah, j'étais bleu marin. Bon. Trêve de tranche de vie. Je vous parle de ça. Chez Oticon, c'est important. Là, on a fait la sélection de notre prothèse auditive. On l'a lu. Personnalisation, c'est important. C'est là qu'on va déterminer quelle est notre expérience avec le patient. Donc, si c'est une expérience longue, courte ou néant. Mais également, quand je porte mes prothèses auditives, je suis aisément perturbé par les sons environnement. Oui ou non, il faut répondre avec les questions. C'est comme, je vous dirais, pas un 2e historique de cas, mais c'est parce que les algorithmes, le classificateur de son, on se rappelle le classificateur de son qu'on a vu en A3. Le classificateur de son va être influencé par les réponses qu'on va donner. Donc, c'est important de ne pas passer par-dessus ces questions-là, cette personnalisation-là. Évent et filtre, je vous en parle rapidement, puis on va en pause après. Évent et filtre, c'est relativement simple, c'est mon emboutologie. C'est quel est mon embout que j'utilise, est-ce que c'est un dôme, quel est le type d'évent que j'ai. Mais ça, on va le revoir lorsqu'on est dans l'onglet appareillage. Voyez-vous, là, on était dans l'onglet bienvenue tantôt pour mettre à jour, faire tout notre pedigree. Là, on est dans l'onglet sélection pour ensuite qu'on va voir passer à travers nos différentes choses. On va juste faire les autres, puis on verra. Ensuite de ça, on a l'audiogramme, qui est l'audiogramme qu'on a transféré directement de NOAA. Le RECD, si vous voulez entrer le RECD, moi, je trouve que c'est une perte de temps. Mais puisqu'on l'a mesuré, si vous voulez l'entrer à l'intérieur du logiciel, vous pouvez le faire. S'il est entré dans NOAA, il va être importé. Vous pouvez l'importer de NOAA, vous pouvez le rentrer. La différence qu'il va vous faire, c'est qu'il va vous dire les données du RECD ont changé et Génie 2 va recalculer la cible. Donc, souhaitez-vous recalculer pour correspondre à la nouvelle cible, oui ou non? Ça, c'est à vous de voir. Et ensuite de ça, vous avez le REG, qui est le Real Ear Unaided Gain, mais on ne mesure pas, donc on ne le rentre pas. Et ensuite de ça, on passe à l'onglet appareillage et on va aller à la pause. Donc, on se revoit dans une dizaine de minutes. C'est bon? Good. Parfait. Donc, on continue. J'étais rendu ici. Donc, lorsqu'on parle, là, c'est important, chez Oticon, il y a certaines petites particularités. Donc, lorsqu'on passe à appareillage, il faut faire attention à cette petite ligne verte-là qui est située à côté de la prothèse auditive. Si la ligne verte n'est pas allumée, ça veut dire que la prothèse n'est pas connectée. Donc, tout ce que vous allez faire comme changement, ça ne changera rien dans la prothèse. Donc, c'est important. Normalement, quand vous avez sélectionné, il vous dit que ça communique avec la prothèse, mais c'est important de voir si cette petite bande-là, elle est grise au lieu d'être verte. Ça veut dire que la prothèse n'est pas connectée. Donc, c'est quand même important. Évidemment, vous avez en haut déconnexion. Donc, il faut faire attention. Vous allez le voir. Si c'est marqué « connecté » et que la bande est grise, bien, cliquez sur « connecté ».
quand c'est inscrit déconnexion, ça veut dire que votre prothèse, elle est d'emblée connectée. Donc, c'est important. Chez Oticon, c'est la seule façon de savoir que la prothèse, elle est connectée. Donc, c'est pas parce que vous êtes capable de faire beaucoup, beaucoup de choses. Puis si la bande est grise puis vous n'y faites pas attention, c'est que vous allez faire beaucoup de choses. Puis vous allez dire, voyons, pourquoi ça ne fonctionne pas? Là, vous allez lever la main dans le labo, vous allez dire, Patrice, pourquoi j'augmente le gain, ça n'augmente pas et tout ça? Parce que votre prothèse va être déconnectée. Donc, elle ne sera pas connectée, pardon. Elle peut être déconnectée, mais elle ne sera pas connectée. Donc, c'est important, cette petite bande verte-là. Donc, ça, c'est notre écran d'appareillage. Comme on peut voir ici en haut de la prothèse utile, on voit toujours le programme 1 qui est le général, puis la VCA+, c'est leur méthode prescriptive maison. Je vais vous montrer tout à l'heure où on est capable de changer ça. VAC veut dire c'est Volume Automatic Control. En anglais, c'est DVO, c'est Digital Voice Optimizer. C'est la voix. En tout cas, c'est la VCA, c'est leur méthode maison. Ça on peut le changer, ce côté-là, mais on peut le changer quand même assez loin à l'intérieur du logiciel, ce qui est particulier. Je vais vous le montrer quand on va y arriver tantôt, mais c'est quand même quelque chose qui est quand même important. Particularité, c'est que chez Oticon, vous avez soit 3 canaux ou 16 canaux. C'est un ou l'autre. Vous n'avez pas le choix entre 3, 8, 12, 16, 24, 32, c'est 3 ou 16. Puis vous voyez le petit rond ici qui est CR, c'est nos ratios de compression qui sont là. Si on clique dessus, on les voit apparaître. Mais on n'a pas d'emprise dessus, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer le ratio de compression. Le ratio de compression est toujours lié entre fort, modéré et faible, mais vous n'avez pas de contrôle dessus. Donc, c'est comme ça que se présente notre écran. Notre mesure NC se trouve dans les outils et ça s'appelle mesure technique. Donc, c'est important que notre petite colonne verte soit en fonction parce que quand vous allez arriver à mesure technique, il va être en gras pâle au lieu d'être en noir. Donc, vous n'y aurez pas accès. Ça vous donne un indice. Donc, notre mesure NC, elle est là. Donc, quand on clique dessus, ça nous indique cet écran-là. Donc, cet outil est uniquement destiné à des tests et non à une utilisation sur des patients. Veillez à ce que le patient ne porte pas les prothèses au cours du test. Chaque fabricant va vous dire ça, mais je le sais que vous le savez, mais c'est important que le logiciel vous le rappelle. On clique sur OK et on retrouve cet écran-là, donc le réglage d'utilisateur, le gain maximum, le gain référence IEC et le gain référence NC. IEC, c'est la norme européenne. Nous, en Amérique du Nord, on utilise la norme NC. Donc, première chose qu'on va faire, on va mesurer le gain maximum et ensuite de ça, on va aller au gain de référence NC. Particularité chez Oticon, c'est que lorsque je clique sur le gain maximal, voyez-vous, ma prothèse auditive est sur le réglage utilisateur. Donc, c'est important de cliquer sur « Programme » pour qu'on puisse programmer le gain maximum dans la prothèse auditive et enclencher notre mesure NC. Donc, évidemment, avant de remettre la prothèse auditive au patient, toujours programmer la prothèse avec le réglage utilisateur. Ne supposez pas que lorsque vous allez quitter la mesure NC, que la prothèse va revenir en réglage utilisateur. Assurez-vous de toujours le faire via le programme. Dans la majorité des cas, la prothèse revient au programme utilisateur, mais assurez-vous de le remettre pour être certain de ne pas causer de dommages à l'oreille du patient. Donc, réglage utilisateur, il faut que la petite prothèse soit là, on programme et tout simplement, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, ensuite de ça, quand on a terminé, on revient à notre écran standard. Donc, on a le contrôle de notre gain qui est situé ici, donc selon les différentes bandes. Et on peut contrôler notre MPO, notre voix forte, 75, notre voix modérée, 65 et notre voix faible, 55, avec nos différentes bandes et canaux qu'on a sur l'ajustement. Le petit chiffre que vous voyez ici, le 1, 2 et 3, c'est notre contrôle d'adaptation, on va le voir tout à l'heure, qui est dans « Autres outils ». Donc, c'est important dans votre prothèse auditive, quand vous faites votre ajustement, qu'il soit sur le chiffre 3, qu'il ne soit pas sur le chiffre 1 et chiffre 2. Le chiffre 3 nous donne 100% de notre méthode prescriptive, donc c'est important qu'il soit chez Oticon sur le 3. Donc, c'est important d'avoir ce visuel-là. Et ensuite de ça, l'onglet suivant, qui est le contrôle du son, c'est assez simple, je mets plus de
de basse fréquence ou plus de haute fréquence. Ou sinon, mais ça, c'est vraiment quand c'est le patient, c'est au contrôle post-prothétique qu'on va le voir, ce n'est pas au moment où on va faire l'ajustement. Et la perception des sons faibles, qui est notre expansion, il est ici, donc c'est deux, c'est pas très compliqué. Là, et quand vous voyez le petit sigle qui est en haut de la barre, c'est ce qui a été calculé par la méthode prescriptive. Donc, c'est la cible qui a été calculée. Donc, normalement, dans un premier temps, on laisse aller le logiciel. On ne se casse pas la tête. On laisse aller le logiciel dans ce cas-là. Et par la suite, au contrôle post-prothétique, là, on pourra venir jouer avec ça, tout dépendant de ce que le patient va nous dire. Ensuite de ça, nous avons notre analyseur de l'arsène. Deux choses importantes. Notre niveau de bruit de fond, qui est ici en bas à droite, doit toujours être en vert. Et lorsque notre mesure, elle est bonne, on a une grande flèche verte comme ça. C'est simple, on met ça dans l'oreille du patient, on clique sur « Démarrer ». On dit au patient, « Monsieur Tremblay, il ne faut pas parler, vous allez entendre un bruit à l'intérieur de votre oreille, il n'y a pas d'inquiétude, c'est normal, je fais une calibration à l'intérieur de votre oreille, vous expliquez spécifiquement ce que c'est. Vous allez entendre un bruit, il ne faut pas parler, il ne faut pas bouger. Ça dure à peu près 20-25 secondes, ce n'est pas très long. Donc, et vous vous assurez que votre niveau de bruit de fond est dans le vert et que quand la mesure est finie, elle est verte. Évidemment, si ce n'est pas bon, ça va clignoter orange. Ça ne clignotera pas, mais ça va apparaître orange. J'ai fait exprès, là. Le bruit de fond, je pense que je sifflais dans la prothèse pour être sûr. Donc, évidemment, la mesure, elle ne sera pas bonne. Puis on le voit, là. Ce n'est pas notre bande, parce que le résultat, c'est ça ici. D'accord? Notre espèce de zone ombragée qu'on voit ici, c'est ça notre résultat de l'arsène. Et dans ce cas-là, je sifflais dans la prothèse, ben mon arsène est extrêmement important. Et on voit, ça vient couper au niveau de l'amplification de la prothèse. Donc, quand on a ça, on recommence. On efface et on recommence tout simplement. Là, je vous le montre, les deux prochains onglets, on ne s'en sert jamais. C'est pour le REM, puis le REM AutoFit. Le AutoFit, je vais vous en parler dans quelques secondes. C'est quand on fait nos mesures, mais c'est pour des réglages particuliers. C'est pas, je ne vois pas l'intérêt. Cet onglet-là, je ne le comprends pas, puis je n'ai jamais compris pourquoi. On ne va jamais jouer là-dedans. On fait nos mesures avec les différents algorithmes activés, puis on n'a pas à toucher à ça. L'autre, qui est l'AutoFit, ça fonctionne avec VeriFit 2. On peut lancer la mesure et la prothèse va s'ajuster en fonction de la cible. Donc, on lance nos courbes et avec le AutoFit, ça le dit, c'est que la prothèse va s'auto-ajuster pour aller rencontrer nos cibles. Honnêtement, c'est une fucking perte de temps. Parce que c'est beaucoup plus long de le faire en AutoFit que de le faire nous-mêmes manuellement. Je l'ai essayé avec Signia, là. Non, je ne suis pas capable. C'est pas, tu es là en arrière de l'écran, puis tu dis, ouais, maintenant, puis il remesure, puis non, c'est pas. Si vous voulez le faire, ça va, mais il faut avoir il faut que notre logiciel soit à jour, il faut que le VeriFit soit relié, en tout cas. C'est beaucoup plus long. Je ne vois pas l'intérêt de ça. C'est sûr qu'ils doivent sortir des nouveautés quand ils font des mises à jour. Je ne parle pas des fabricants, mais je parle par exemple d'AudioScan ou des trucs comme ça. Puis en passant, ça se fait qu'avec AudioScan. Je ne sais pas si ça se fait avec Interacoustique. Mais ça se fait avec AudioScan. J'ai eu une conférence et le conférencier, qui, lui, devait nous convaincre que c'était la meilleure affaire qui était inventée après le pain tranché. Là. Il m'a convaincu du contraire. Et j'étais avec lui, pas avec lui, c'était pas juste à moi qui donnait la conférence. Là. On était là 1h30, là, puis quand je suis sorti de là, j'ai regardé ma collègue et j'ai dit « OK, je viens de jeter aux poubelles 1h30 de ma vie, j'aurais pu faire d'autres choses. C'était pas super pertinent maintenant. » Donc, dans l'AutoFit, on ne l'utilise pas. Je vais être honnête avec vous. C'est pas, mais vous pourriez le faire, puis il s'ajuste automatiquement, puis il faut que tu laisses aller la mesure, tu ne prends pas le contrôle. Je trouve que c'est une perte de temps. Donc, mais c'est important que vous le sachiez que ça existe. Ensuite de ça, on a le Open Sound Navigator, qui est le classificateur de son. Vous vous rappelez, l'année passée, à la dernière session, je vous parlais des classificateurs de son, machin, bidule, qu'est-ce que ça fait? Le Open Sound Navigator est le classificateur de son de chez Oticon. Voyez-vous la cible, nos petits signes qui sont ici, et c'est pour ça que chez Oticon, c'est important de répondre au questionnaire au départ, parce que ça va régler ça. Ces différentes petites choses-là vont être réglées. Et je vous dirais que dès le départ, on va laisser le logiciel gérer ces situations-là. On va faire nos ajustements, on va régler sur nos cibles et on va laisser partir le patient. Honnêtement, oui, ça peut arriver qu'on ait à jouer sur
le classificateur de son, mais ce n'est pas fréquent. Je vais être honnête avec vous, ce n'est pas fréquent. C'est un classificateur de son qui est très performant, comme chez tous les manufacturiers. Il fonctionne bien, il analyse bien les environnements sonores. Il faudrait vraiment avoir un patient qui travaille dans des environnements sonores bruyants, mais pas bruyants où il ne devrait pas porter ses prothèses auditives, mais que tu as toujours un bruit présent et que là, on voudrait, par exemple, que la transition, donc la fenêtre du centre, la transition soit beaucoup plus rapide parce que d'un environnement calme à un environnement, le patient en fait mention. Écoute, quand je change de bureau, c'est plus bruyant, puis c'est long, le bruit est toujours là présent. Donc, la transition, c'est entre l'endroit calme à l'endroit bruyant et vice-versa, de l'endroit bruyant à l'endroit calme, environnement simple à environnement complexe, de ce que, comme Oticon l'appelle. Ben, je vais le mettre à faible, à modéré, à élevé ou à très élevé, tout dépendant comment je passe. Et mon réducteur de bruit dans un environnement simple, voyez-vous, il est à 0, puis dans un environnement complexe, il est à moins 7 dB. Est-ce que j'aurais besoin de plus de décibels? Puis dans les environnements simples du patient, il y a toujours du bruit. Est-ce que je dois l'augmenter un peu? Bien, c'est possible. Donc, on voit, on a notre réducteur de bruit qui est enclenché en bas à gauche et notre réglage microphonique va toujours être sur OpenSound. On pourrait le remplacer. C'est là qu'on va régler notre directionnalité fixe adaptative. On le laisse en OpenSound. C'est la directionnalité adaptative du fabricant. Donc, le OpenSound, comme on peut voir, c'est relativement minimaliste, mais je vous dirais que les OPN fonctionnent quand même très bien, puis c'est des prothèses qui sont très performantes. Ensuite, on a notre gestionnaire de programme, et notre gestionnaire de programme, c'est là qu'on peut changer notre méthode prescriptive. Mais on est loin, là, voyez-vous, notre méthode prescriptive, là, on a passé le truc de bienvenue, on a fait notre sélection, mais on est dans l'appareillage. Ce que je veux vous montrer, c'est simplement ceci. Oui, Dave? Ben, je ne sais pas si je suis le seul, là, mais je ne vois plus. Oui, tu vois juste ma face, parce que je veux vous montrer d'autres choses, c'est normal. Ah, OK, c'est bon. Ne sois pas inquiet. Parce que ce que je veux vous montrer, c'est ceci. Non, ce n'était pas lui. Je veux vous montrer. Et c'est bon. Celui-là. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que là, la prothèse, elle est branchée, on est sur NOAA. Si on va dans notre gestionnaire de programme, c'est que, voyez-vous, si on clique ici, on a un petit onglet à côté, on a une petite flèche puis là, on voit nos méthodes prescriptives, DVO, NALNL1, NALNL2, DSL adulte, DSL enfant. Mais c'est uniquement dans le gestionnaire de programme qu'on peut changer la formule prescriptive. Donc, au départ, parce que théoriquement, vous devriez voir apparaître VAC ou DVO, là, peu importe, c'est la méthode maison, vous voulez la changer, bien, vous allez faire votre sélection, vous allez répondre au questionnaire, vous allez aller à appareillage et vous allez, avant de tomber à réglage fin, vous allez tout de suite aller dans votre gestionnaire pour changer la méthode prescriptive. Donc, c'est là qu'on la voit. Elle est quand même assez loin à l'intérieur du programme, je vais être honnête, là. Donc, et c'est là qu'on va ajouter des programmes. J'en ai ajouté 2, téléphone microphonique, conférence, il y en a 6-7 qu'on peut ajouter. Dans ce cas-là, on peut ajouter jusqu'à 4 programmes supplémentaires, 2-3 programmes supplémentaires en plus du général qui gère tout. Et en bas, ce qu'on peut faire dans nos options de programme, on peut changer le nom du programme, on peut donner une explication supplémentaire pour le patient parce qu'on va voir à la fin, lorsqu'on va tomber dans le rapport, on peut imprimer un rapport au patient qui va lui décrire les différentes fonctionnalités de sa prothèse auditive, comment utiliser le bouton mémoire, comment changer la pile, s'il y a une instruction. Oui, on a le manuel d'instruction générale du fabricant. On ne peut avoir le manuel d'instruction que la clinique a fabriqué pour les prothèses auditives qu'on donne aux patients. Mais on peut rendre ça plus personnalisé de sa prothèse et on peut l'imprimer. Donc, on pourrait donner une explication supplémentaire. Donc, on l'inscrit dans la case. Et nous, à l'interne, on pourrait se donner un commentaire supplémentaire. Peu importe, on va se donner une référence particulière, donner une indication particulière parce que si un de vos collègues dans la clinique voit le patient puis qu'il va là, bien, il va voir pourquoi vous avez appelé ce programme-là comme ça et pourquoi vous y avez donné une signification particulière. Donc, c'est vraiment à l'interne. Oui, Félix? Oui, j'imagine dans cette partie-là du logiciel qu'on peut avoir le gestionnaire d'adaptation. Non, c'est pas là. OK, c'est pas là. Est-ce que vous allez après montrer comment on peut ajuster la prothèse, mais elle va s'ajuster tout seul, genre dans... Oui, c'est ça. On va y arriver dans quelques diapos. Parfait, merci. Donc, on se rappelle qu'on l'avait mis à niveau 3 au début, mais on peut ajuster ce gestionnaire d'adaptation-là. On va le voir, c'est dans « Autres outils ».
On a fait ça. Là, on a évent et filtre. Je vous le montre. Je ne sais pas si je vous le montre. Bon, je voulais vous montrer là, ça. Non, je passais à côté. Évent et filtre, là, qu'on voit, qui est l'autre. C'est le même qu'on a dans sélection. Fait qu'on n'y retourne pas. Ce n'est pas utile. Des fois, vous allez voir, il y a beaucoup d'onglets qui se doublent dans des logiciels. Et voilà, Félix, pour répondre à ta question, notre gestionnaire d'adaptation. Donc, c'est là, notre gestionnaire d'adaptation, à quoi ça sert? C'est qu'il sert il sert à la chose suivante, c'est qu'on va déterminer, en fin de compte, c'est que l'étape 3, c'est l'étape finale, c'est 100% de notre méthode prescriptive. Mais on peut, à l'étape 2 ou à l'étape 1, c'est qu'on va déterminer que le patient trouve ça trop fort et que là, on va mettre en place notre gestionnaire d'adaptation on va partir notre ajustement plus bas et par la suite, temps par mois, l'ajustement va augmenter, ce qui va permettre au patient de s'adapter tranquillement, surtout chez un nouveau porteur. Donc, comme on peut voir, dans ce cas-là, on active l'adaptation automatique en cochant. Et là, est-ce que je dis je pars de l'étape 1 ou de l'étape 2? Ça va nous indiquer le nombre de jours restants en fonction de la durée de l'étape. Donc, dans ce cas-là, pour passer de l'étape 2 à l'étape 3, ça va prendre 30 jours et ça va augmenter un petit peu à tous les jours, tout simplement. Donc, c'est là qu'est notre gestionnaire d'adaptation. Ça répond à ta question, Félix? Good. Oui, merci. Donc, c'est là. On peut partir de l'étape 1. Moi, je vous dirais calculer là, que l'étape 2 à l'étape 3, on doit partir chez Oticon d'à peu près 85 à 100 puis on doit partir de 70 à peu près à l'étape 1. À peu près. Parce que certains ont 4 étapes, d'autres en ont, c'est en termes de jours. Chez Oticon, c'est 1, 2, 3. On doit partir autour de 70, 75 peut-être, là, si on part à 1, pour se rendre jusqu'à l'étape 3. Et l'étape finale, dans ce cas-là, l'étape finale pourrait être uniquement l'étape 2. Si on cliquait sur, je vais vous remontrer mon logiciel. Je vais changer ça ici. Donc, notre gestionnaire d'adaptation qui est ici, je pourrais le placer à... Non, attendez un peu, ce n'est pas la bonne chose. Je suis désolé. Ça, c'est le PowerPoint Genie 2. C'est dans notre gestionnaire d'adaptation automatique. Ça ici. Donc, je pourrais... Pourquoi je ne peux pas l'activer? Étape 1, je l'active. Et l'étape finale pourrait être l'étape 2 aussi. Hein? Ce n'est pas obligé d'être l'étape 3, l'étape finale. Dans certains cas, ça pourrait arriver. Et là, on peut déterminer c'est une semaine, ce qui est assez rapide. Donc, comme on peut voir, j'ai mis une semaine durée de l'étape. Donc, entre l'étape 1 et l'étape 2, c'est une semaine. L'étape 2 et l'étape 3, c'est une autre semaine. Si je mets 4 mois, ça va être long. Hein? C'est 4 mois entre l'étape 1 et l'étape 2. L'étape 2 et l'étape 3, c'est 4 autres mois. 240 jours, ça fait 1 an. C'est un peu long. Je vous dirais... D'habitude, on pourrait mettre 2 semaines, 2 à 3 semaines entre les étapes. C'est le patient, mais encore là, c'est pour ça qu'on voit toujours le patient en contrôle post-prothétique au bout de 2-3 semaines pour voir comment ça va, surtout si on a mis en marche le gestionnaire d'adaptation. Oui, Dave? Mais pourquoi, en fait, on voudrait comme mettre l'étape finale à 2? Ça voudrait-tu dire que la prothèse n'ira jamais à son 100%? Exact, parce que le patient n'est pas capable de tolérer beaucoup de gains. Quelqu'un qui aurait, par exemple, une pathologie rétrocochléaire avec du recrutement. Okay. En fin de compte, il y a 2 façons d'y arriver. Ton étape 2 est ton étape finale ou ton étape 3 qui est ton étape finale. Tes ajustements sont beaucoup plus bas que la cible. C'est un ou l'autre te donne le même résultat. Ce n'est pas un problème en soi. Donc, et là, notre gestionnaire d'adaptation. Ensuite de ça, on va retrouver nos fonctions automatiques. Donc, notre gestionnaire de transition qu'on a vu tout à l'heure dans je finis par le dire, là, dans notre classificateur de son. Gestionnaire de bruit spatial. Dans ce cas-là, je ne l'ai pas parce que je n'ai qu'une seule prothèse et ça prend 2 prothèses pour pouvoir l'activer. Communication binaurale, évidemment, la même chose. Et notre gestionnaire de l'arsène, puisqu'on l'a mesuré, il vient s'activer ici. Donc, on pourrait, dans notre gestionnaire de transition, de jouer avec. Notre gestionnaire spatial du bruit, ça prend 2 prothèses auditives, donc on pourrait l'activer ou le désactiver. Puis notre communication binaurale aussi. Donc, ce sont des fonctions automatiques qu'on peut activer ou désactiver à l'intérieur de la prothèse. Gestionnaire d'acouphènes. Si vous prenez des prothèses auditives de type Oticon pour gérer les acouphènes des patients, vous ne réussirez pas. Je vais être honnête avec vous. C'est un gestionnaire de bruit, tout simplement.
c'est un bruit filtré. On peut avoir un bruit blanc, un bruit rose. Puis on a des sons naturels qui s'appellent Océan 1, 2, 3. C'est un son en haute fréquence. Ce n'est pas super performant. Honnêtement, je n'utiliserai pas Oticon pour faire du gestionnaire d'acouphènes. Je vais utiliser Signia ou Widex pour le faire. C'est les deux qui nous offrent quelque chose qui est très performant. Et au surplus, 80%, 85% du temps, l'amplification, même 90% du temps, l'amplification procurée par la prothèse masque les acouphènes. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter quelque chose. Puis ça, c'est super important lorsqu'on fait notre historique de cas. Lorsqu'on pose la question sur les acouphènes, est-ce que c'est dérangeant? Oui ou non. Et s'il porte des prothèses auditives, de lui demander, bien, l'amplification que vous portez, les prothèses que vous portez, est-ce que vous entendez vos acouphènes quand vous portez vos prothèses? Si le patient dit, non, c'est juste quand je les enlève, je les entends. Non, je ne les entends pas quand je porte mes prothèses. Bien là, vous avez le choix des cadeaux pour pouvoir appareiller le patient. Si le patient vous dit, ben non, je porte mes prothèses et je l'entends pareil, c'est toujours resté, dans votre tête, assurez-vous d'avoir des prothèses qui sont performantes au niveau du gestionnaire d'acouphènes. En passant, je ne suis pas payé par Widex ni par Signia, mais avec les 10-15 ans d'expérience que j'ai eu avec les prothèses pour masquer les acouphènes, sont les deux plus performantes. Je vais être bien honnête, c'est parce que j'ai essayé toutes les autres, ça ne fonctionne pas super bien. Donc, on n'utilisera pas vraiment le gestionnaire d'acouphènes parce que vous allez en retrouver un chez chaque fabricant. Donc, c'est pas... Puis, quand on utilise, par exemple, vous dites, ben, chez nous, je fais pas, chez nous à la clinique où vous travaillez, ils ne font pas de Widex ni de Signia. La façon de l'activer, c'est qu'on l'active, on demande et on monte le son jusqu'à temps que l'acouphène soit masqué. Donc, c'est la façon d'ajuster le masqueur d'acouphène dans les prothèses auditives, et ça, peu importe. Chez Signia et chez Widex, on va voir, c'est un peu différent, mais chez tous les autres fabricants, on va le voir, on met un son qui est agréable au patient et on le monte jusqu'à temps que, puis on le voit, le niveau du signal qui est situé ici chez Oticon, on va le monter jusqu'à temps que le patient dit « Ah non, je ne l'entends plus », vous le laissez comme ça, puis dites-vous dans votre tête que dans 3-4 mois, il va revenir, puis son acouphène va être revenu, vous allez devoir augmenter le niveau du signal, parce qu'étant donné que c'est un son répétitif constant, le cerveau s'adapte et l'acouphène finit par ressortir. L'onglet suivant, Speech Rescue. Vous avez les sons naturels qui sont l'océan. Bon, si le patient aime plus les sons plus en haute fréquence pour le voir, c'est quelque chose qui est correct. Speech Rescue, c'est quoi? C'est de la compression fréquentielle. Ils ont donné un nom, mais on l'active et on joue avec la fréquence limite supérieure qu'on diminue tout simplement. Et on va voir, et c'est quand on va voir comment on mesure le principe d'abaissement fréquentiel avec le Verifit. Et là, on va le voir, puis c'est là. Il fonctionne quand même bien. Je vais être honnête, là, le Speech Rescue fonctionne quand même bien. C'est pas révolutionnaire, là, mais ça fonctionne bien. Contrairement à chez Signia, où ça ne fonctionne pas super. Je vais être honnête avec vous. Là. Mais sinon, ça fonctionne quand même assez bien. Ensuite, l'onglet suivant, on a Mémoire. Mémoire, c'est le data logging de la prothèse, donc le carnet de données. On a un résumé. Donc, voyez-vous, la prothèse était ouverte dans mon bureau, je l'éteignais, je l'allumais. Donc, c'est pour ça que quand il trouve que 17 heures par jour, il dit « Le client oublie d'éteindre les prothèses auditives » parce qu'évidemment, ça m'arrivait souvent de, je vais être honnête, mettre la prothèse, puis elle a fonctionné pendant 2 jours et demi. Fait que je ne l'éteignais pas, je l'oubliais dans mon bureau. C'est pas pire, j'ai un chat qui ne joue pas avec ça, même s'il va dans le bureau, c'est pas pire. Fait que, c'est pour ça. Mais le patient, ça va être indiqué 11 heures par jour. S'il a joué avec le volume, ils vont vous le mettre en moyenne. Ensuite de ça, vous avez l'utilisation. Donc, dans mon cas, c'était le programme numéro 1, je n'ai pas changé de programme. Si j'avais changé de programme, bien là, on verrait le pourcentage d'utilisation des différents programmes. Et on a le contrôle de volume. Dans mon cas, je ne l'ai pas changé, mais là, on verrait en moyenne si j'ai augmenté ou si j'ai diminué selon les environnements sonores dans lesquels je me trouve faible, modéré et fort. C'est ce que ça veut dire. Donc, le réglage, ça nous aide de savoir si le patient a utilisé ou non la télécommande ou le contrôle de volume sur sa prothèse auditive, s'il y en a un. Et ça nous permet de beaucoup mieux personnaliser, je vous dirais, cela, parce qu'on n'est pas capable de recréer dans nos bureaux, même si je fais une mesure optimisée, la voix forte, la voix moyenne et la voix faible, je ne peux pas recréer son environnement sonore dans lequel il évolue dans mon bureau. Est-ce qu'il écoute la TV forte? Est-ce qu'il travaille dans son atelier? Est-ce qu'on ne connaît pas la vie? Ils nous racontent un peu leurs choses, les patients, mais on ne vit pas avec les patients. C'est là qu'ils vont être en mesure d'adapter la prothèse avec le contrôle de volume et ça va nous aider grandement ça, à ce niveau-là. Là, je vous le montre. Ensuite de ça, le prochain onglet, audiométrie in situ, je vous le montre là, puis je ne vous le montre plus pour jamais de la vie.
de toute la vie. Ça existe dans chacun des logiciels de fabricants, c'est de faire une mesure d'audition avec les prothèses auditives de patients qui nous sert de transducteur. Ça ne vaut rien parce que ce n'est pas un transducteur qui est calibré comme un ER3 ou un TDH39. Je vous dirais, vous pourriez faire de l'audiométrie in situ parce que, puis encore là, ça n'a pas grande validité. Le patient se plaint vous allez voir un patient à domicile, par exemple. Et bien là, on ne le fait plus parce qu'on ne peut plus rentrer dans les résidences, là, mais un jour, à un moment donné, on va retrouver une vie quelconque. Et quand le patient se plaint, qui dit « Ah non, mon audition a baissé, vous n'avez pas l'audiomètre avec vous, vous mesurez la prothèse, ça a l'air de bien fonctionner, vous pourriez tester, vous pourriez faire une vérification de seuil. Le problème, c'est que ça dépend toujours de ton étanchéité. Le patient, s'il y a un dôme ouvert, tu vas faire ça, ça ne va rien donner. Le patient, tu ne peux pas faire de masking, tu ne peux pas. Fait que c'est pas très utilisable. Mais ça existe dans tous les logiciels. Puis, veillez à faire l'audiométrie in situ dans un endroit calme. Je ne sais pas. Mais c'est pas. Si vous avez un embout sur un contour standard qui n'a pas de ventilation, ça vaut ce que ça vaut. Mais si vous avez un RIC avec un dôme très ouvert, c'est impossible. Oui, Patrice? Mais ça, est-ce que ça signifie que la prothèse fait elle-même toute seule un audiogramme? Non, c'est toi qui le fais, là, avec la méthode, plus 10, la méthode, tu montes de 10, tu descends de 5. En cabine. Non, un audiogramme in situ, tu le fais dans sa table de la cuisine de Mme Tremblay. Oui, c'est ça, OK. Oui, c'est pour ça qu'on ne s'en sert jamais. Parce que si on veut faire un audiogramme chez Mme Tremblay, ben on va avoir un audiomètre, puis l'audiomètre, on va le faire avec des inserts dans un endroit calme. Ou si on le fait avec des TDH39, c'est avec un audiocop qui est par-dessus qui crée une certaine insonorisation. Puis c'est reconnu. Les sons sont envoyés par la prothèse. Exact, c'est ça. La prothèse te sert d'écouteur. Pour ce que ça vaut, là, c'est pas tant. On n'en fait pas à peu près. Mais ça existe. Puis je ne vous montrerai pas les diapos je ne vous montrerai pas cet onglet-là chez chacun des fabricants. Je vous le montre là. La semaine prochaine, chez Phonak, je vais vous dire, il est là, mais comme la semaine passée, je vous ai dit, on n'en fait pas. Ensuite, donc, on arrive à l'étape finale, donc notre 4e onglet, si on veut. On a à cet endroit-là enregistré et continué et quitté, mais on va aller un peu plus loin que ça. Là, on a le résumé de la prothèse auditive, le nom de l'appareil qui est AAA parce que c'est le nom de mon patient que j'ai mis dans ma base de données, mais on a beaucoup plus que ça. On a les boutons et témoins, mais là, il y en a beaucoup. Le bouton peut être utilisé pour changer les programmes. Le bouton, tu as un mode silencieux, un muet en appuyant 3 secondes dessus. Donc, je vais revenir. Donc, le bouton poussoir, peut servir de contrôle de volume. Et là, le problème, dans ce cas-là, le contrôle de volume, puisque je n'ai pas la prothèse de l'autre côté, elle ne pourrait pas me servir de contrôle de volume. Donc, je vais être obligé en monorail d'avoir une télécommande. Mais si j'avais 2 prothèses, ça pourrait me servir de contrôle de volume. Dans ce cas-là, j'appuie moins d'1 seconde pour passer des programmes 1, 2 et 3 si jamais j'ai des programmes supplémentaires. Dans ce cas-là, j'en avais. Et on peut utiliser le mode silencieux, donc d'avoir un muet sur la prothèse. Le problème d'avoir un programme muet, à la télé, ça va. Je mets le programme muet, j'ai l'image qui me dit que la télé est ouverte. Il y a des patients qui peuvent croire que parce que c'est en mode muet, que la prothèse, elle est fermée, qu'elle est à off, alors que ce n'est pas le cas. C'est qu'elle est juste muette, mais elle fonctionne quand même. Donc, la pile va continuer à s'utiliser. Donc, on va utiliser le mode muet, mais il faut l'expliquer si on a besoin de l'utiliser, puis on doit l'expliquer correctement au patient, qu'il sache que la prothèse, elle n'est pas fermée, elle fonctionne quand même. Donc, sa pile va quand même s'utiliser. Donc, c'est certains patients, je vous dirais que ce n'est pas tous les patients qui ont besoin d'un programme muet, d'un mute, d'une sourdine. Ça pourrait arriver pour différentes raisons, mais il faut bien l'établir et expliquer le mode de fonctionnement correctement au patient pour ne pas qu'il croie que la prothèse, elle est à off. Là, je l'ai mis, là, mais j'aurais pu le décocher. Ce n'est pas un problème. Chez Oticon, des bips sonores, nous en avons, d'après moi, pour refaire Sonate à la Lune de Beethoven. Il y en a une, ou je ne sais pas, faire du Drake ou faire du, je ne sais pas, du Tiesto ou whatever. Je pense qu'on pourrait faire une tune d'Adèle avec en plus. Donc, c'est pas... Vous avez la mélodie de départ, il y a toujours ça, donc on peut l'activer ou la désactiver. Et là, vous avez, tenez-vous bien mes amis, le contrôle de volume. Vous avez le volume par défaut, le volume minimum, maximum et le changement de volume. Ces 3-là, personnellement, je les trouve intéressants.
Pourquoi? C'est que lorsqu'on monte, on a une tonalité. Lorsqu'on baisse, on a une tonalité. Mais lorsqu'on arrive au volume ajusté, on a une tonalité différente. Donc, c'est important pour que le patient puisse se retrouver, je suis au-dessus, en bas, je suis au bon. Ça, c'est intéressant. Évidemment, quand on fait le changement de volume, qu'il l'entende, parce que si le patient ne l'entend pas, est-ce qu'il a fait la bonne manœuvre? Est-ce que sa télécommande elle est ouverte pour pouvoir, par exemple, faire le changement de volume? Donc, je trouve important qu'il l'entende. Ensuite de ça, indicateur de volume du signal d'acouphène. Donc, il peut monter ou baisser le signal d'acouphène. Quand on l'a ajusté, c'est pas mal. Et ensuite de ça, écran 2. Là, c'est la même, j'ai rebaissé le changement on l'a ici, le changement de programme qui peut biper. Chez Oticon, le préavertissement de pile faible, il est inutile. C'est-à-dire que c'est comme si l'indicateur d'essence basse dans votre voiture, quand vous arrivez aux 3/4, ça allume, puis quand vous arrivez vraiment, quand c'est très bas, ça clignote. Les patients, des fois, au préavertisseur, ils changent de pile, puis c'est au bout de 3-4 jours. Alors que théoriquement, ils devraient faire 8 jours avec la pile. Donc, faites attention. Moi, personnellement, quand j'ajuste des Oticon, je décoche tout le temps le préavertisseur de pile faible. Je ne trouve pas pertinent. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis. J'ai déjà discuté avec Charles-Édouard et avec Luc de leur dire vous ne devriez pas le mettre. Je ne vois pas d'utilité. Puis ils m'ont donné une explication pourquoi c'était là, mais je n'ai pas trouvé que ça ne m'a pas convaincu. Donc, le préavertisseur, moi, je le décoche tout le temps. Et là, la pile faible, il est là. Et vous avez d'autres indicateurs. Donc, le mode avion, quand tu mets ta prothèse auditive, les modes avion, maintenant, c'est un peu comme nos téléphones cellulaires, puisque nos prothèses auditives communiquent en Bluetooth avec les téléphones. Donc, dans l'application, vous pouvez mettre votre prothèse en mode avion. Moi, je vais être bien honnête avec vous, le mode avion va être appelé à disparaître. Ils nous vendent Internet sur l'avion. Puis éventuellement, là, on n'est pas capable d'avoir Internet parce qu'on vole au-dessus des relais, là, mais on est capable d'avoir. Fait que d'avoir du Bluetooth, on a des écouteurs sans fil pour écouter nos ordis. Dans l'avion, tu écoutes ce que tu as mis sur ton iPad, tu écoutes ce que tu as mis sur ton portable. Puis tu as des écouteurs sans fil, ils fonctionnent par Bluetooth. Le seul moment où tu ne peux pas les avoir, c'est à le décollage et à l'atterrissage. À part ça, tu les mets dans tes oreilles, tu les as pendant, tout dépendant où tu vas, un nombre de temps. Puis le mode SAV, honnêtement, je ne sais pas à quoi ça sert. Tu sais, c'est pas un select event, là, mais c'est d'autres indicateurs, mais c'est surtout le mode avion qui peut être important de savoir. Le mode SAV, je vais être honnête, je vais le chercher à la pause, puis je vais vous revenir avec tantôt. Donc, on a le Connect Clip. Connect Clip, on a une tonalité pour le mobile. Si jamais on a un Bluetooth avec notre ligne fixe qui est relié, c'est une tonalité différente. Puis le BTD 800 USB, c'est un connecteur USB qui est vendu par Sennheiser, qu'on peut brancher sur notre ordinateur de table. Parce que si on reçoit, par exemple, si on a une téléphonie IP et que ça rentre dans notre ordinateur de table, bien, c'est avec ce connecteur-là Bluetooth que ça nous permet d'avoir la connectivité avec le Connect Clip. J'en ai jamais ajusté. J'en ai jamais vendu. La majorité des gens ont un cellulaire. Donc, on utilise beaucoup la ligne mobile pour ça. Et comme je disais tantôt, le contrôle de volume pour le signal d'acouphène, on peut l'activer ou le désactiver ici. Et on a l'ajustement de la plage de volume pour l'acouphène. Donc là, on a 15 dB, mais on pourrait réduire de chaque côté. On pourrait réduire la quantité maximale ou la quantité minimale. Là, les deux onglets peuvent faire ça comme ça, ou on peut le faire juste d'un côté ou de l'autre. Donc, ce sont les bips sonores qu'on a à l'intérieur de la prothèse. Ensuite de ça, nous avons nos différents accessoires importants. Là, bon, évidemment, je n'avais pas pairé mon téléphone avec les prothèses. Important. On voit ici qu'on a un onglet volume du téléphone, volume microphone versus téléphone et qualité sonore. Le volume du téléphone, c'est le volume de l'appel entrant dans la prothèse. Donc, je peux le mettre plus fort ou le mettre moins fort. L'onglet microphone versus téléphone, ça, c'est un onglet qui est super important, c'est-à-dire quel est le volume du microphone de mes prothèses auditives lorsque je parle au téléphone. Donc, ça se peut que je veuille que mes prothèses soient beaucoup plus faibles parce que je ne veux pas être dérangé par l'environnement sonore. Ça se peut que je veuille, quand j'ai deux prothèses auditives, ces réglages-là peuvent être faits individuellement par prothèse, mais ça se peut que je veuille que la prothèse le côté avec lequel je réponds, je veux qu'il soit plus faible, malgré qu'on est en direct, fait que ça a moins de lien
parce que je ne mets pas le téléphone sur ma prothèse auditive. Mais je pourrais ajuster qu'un côté soit plus faible que l'autre. Je vous donne un exemple. Moi, quand je réponds au téléphone, je réponds du côté gauche. Mais ça se pourrait que je veuille que mon côté gauche, le microphone, soit beaucoup plus faible, mais que mon côté droit, je l'entende un petit peu plus parce que quand je parle avec Gérard ou Germaine qui est assis à côté de moi, parce que les téléphones, des fois, je peux avoir besoin que quelqu'un intervienne. Ou sinon, je les baisse très, très bas. Ça peut être ça aussi. Chez certains fabricants, comme on voit ici chez Oticon, je vous dirais, ici, on est à plus 6, 3, 0, moins 3, ou on est à plus 3. Là, on verra sur le, je ne me rappelle pas. Mais chez Phonak, par exemple, je peux descendre jusqu'à moins 30 dB. Chaque fabricant a placé une marge qui est différente. Théoriquement, ou c'est peut-être moins 3, moins 6, moins 9, moins 12, puis ça, c'est 0, là. C'est peut-être ça, mais c'est vraiment le téléphone qui va être plus fort par rapport au microphone. La qualité sonore, si je veux plus d'aigu, plus de grave, dans la réception du téléphone. L'autre, l'adaptateur TV et l'EduMic. L'EduMic, contrairement à la Connect Clip, c'est un outil que Oticon a développé pour remplacer le système MF. Donc, on retrouve les mêmes avantages qu'un système MF. Et c'est pour ça qu'ils l'ont mis d'une couleur différente. Ils l'ont mis de couleur blanche au lieu de le mettre de couleur noire comme la Connect Clip. Qu'est-ce que fait l'EduMic? C'est que c'est un microphone de système MF qui est relié directement via Bluetooth aux prothèses de l'élève. Donc, prédominance de la voix du professeur comme on trouve dans les systèmes MF, mais on n'a pas de possibilité de brancher un téléphone cellulaire avec, puis on peut monter ou baisser le volume du microphone. Donc, c'est vraiment dédié et c'est relié directement à la prothèse de l'élève. Évidemment, là, ce qui est embêtant, c'est que j'ai 3 élèves qui ont des Oticon, puis là, je me trouve avec 3 EduMic. Pas super pratique. Alors que c'est pour ça que les systèmes MF existent, pour avoir un seul microphone et que les élèves puissent être reliés directement. Donc, on a le même principe, volume de l'adaptateur TV ou de l'EduMic, donc parce que c'est les mêmes réglages pour l'adaptateur télé, donc je veux que la télé soit plus forte. Microphone versus adaptateur télé, donc quand j'écoute, je ne sais pas moi, un dîner, un souper presque parfait ou Big Brother ou je ne sais pas, Star Academy, j'écoute même pas ça. Je veux que là, quand je suis avec Gertrude, je veux que Gertrude puisse me parler, qu'elle trouve donc cute Marie-Chantal Toupin qui est rentrée après son plombage. Oui, je suis au courant de ce qui se passe, même si je ne l'écoute pas, parce qu'il en parle à la radio. Puis là, elle est rentrée, puis là, elle est mis machin, puis là, on écoute ça, puis on tripe, fou raide avec ça. Là, c'est pas... Mais en passant, vous avez le droit d'écouter ce que vous voulez à la télé, je m'en fous. Là, ça n'a pas d'importance. Si vous aimez ça, c'est bien correct. C'est pour ça qu'ils en font. Donc, c'est en fin de compte, le microphone versus les prothèses, c'est le même principe que le téléphone. C'est que je veux que mes microphones soient plus faibles ou je veux que mes microphones soient un petit peu plus forts pour bien entendre la personne avec qui j'écoute la télé. Et la même chose pour la qualité sonore. Le Connect Clip, même principe. Donc, là, évidemment, c'est le microphone distant à l'intérieur, donc notre microphone déporté, qu'on va ajuster la sensibilité et le volume. Et ensuite de ça, là, l'autre, la télécommande, il n'y a aucun ajustement à faire. Fait qu'il n'y a pas de... même de vous avoir montré l'écran. Connect Clip, vous voyez l'ajustement ici qui s'appelle Power Bass, c'est donné des basses fréquences plus fortes. Donc là, il est à l'arrêt. D'emblée, il est à l'arrêt. C'est très, très rare qu'il est en marche, mais ça pourrait arriver qu'un patient avait beaucoup, beaucoup de basses fréquences. Mais on l'ajuste là. Oui, Derek? J'ai de la misère à voir la différence entre le EduMic et le Connect Clip. Le Connect Clip, il te sert également de télécommande et tu peux pairer Bluetooth ton téléphone cellulaire. L'EduMic, il est dédié uniquement à la prothèse auditive. C'est tout ce qu'il fait. Bon. Et on a, comment je peux dire ça, on a la prédominance de la voix du prof par rapport au bruit de la classe. Donc, par exemple, le prof ne parle pas et il y a une intervention dans la classe qui se fait. Quand le prof va parler, le bruit ambiant va diminuer et la voix du prof va embarquer plus fort. Donc, c'est vraiment ça qui fait une différence. En fin de compte, j'ai l'impression qu'il y avait comme des boîtiers blancs de Connect Clip de l'ancienne génération de trop, puis on dit, là, tant qu'à les jeter au vidange, on va dire, oui, Marianne, des fois, c'est unique, c'est aussi niaiseux que ça. Puis on dit, on va inventer une patente, puis on va dire que c'est fantastique, puis on va passer des pièces. Écoute, parce qu'on ne dirait pas que ça sert à grand-chose d'avoir ça. Non, effectivement. C'est pas... Je vais être honnête avec toi, là, non. Je ne vois pas... Dans une école, ils vont acheter un système MF,
de chez un vrai système FM, spécifique, parce qu'il va être utilisable pour plusieurs. Ça, c'est jumelé à des prothèses Oticon. Mais ce n'est pas toutes des prothèses Oticon que les enfants ont à l'intérieur de la classe. Ils vont utiliser plutôt un système MF générique qui va être branchable dans tous les prothèses auditives. C'est juste d'avoir le bon sabot relié à la prothèse auditive. C'est tout. C'est rien de très, je ne te dirais pas de scientifique, mais moi, j'ai l'impression que c'est ça, parce que les premiers Connect Clip qui ont sorti dans la première génération, les boîtiers étaient blancs. C'est pour ça que je dis ça, que j'ai l'impression qu'ils n'en ont pas vendu beaucoup. Quand ils sont passés à la génération 2.0, ils étaient noirs. Puis là, ils se sont retrouvés et ont dit, ouais, là, on en a comme un entrepôt plein, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'en vendre? C'est pas... C'est bon, merci. Bienvenue. Donc, la télécommande, on n'y vient pas parce qu'il n'y a rien à faire. Tout à l'heure, quand je vous parlais du rapport qu'on peut générer... Oui, Félix? Oui, pour la Connect Clip, là, tantôt, tu as parlé qu'il y avait la télécommande incluse. C'est ça, directement sur le boîtier? Oui, exactement. La Connect Clip, sur le côté, tu as le bouton on-off, puis tu as un bouton plus et un bouton moins. Donc, la Connect Clip, et je vais être honnête avec vous autres, là, quand Oticon a sorti ça, la Connect Clip, c'était probablement la plus merveilleuse patente qui a été inventée dans l'industrie de la prothèse, parce que ça te servait de microphone déporté, donc je ne suis pas obligé, comme chez tous les autres manufacturiers, et Signia le fait aussi avec son Streamline Mic, c'est que ça te sert de microphone déporté, ça te sert de connectivité Bluetooth, et ça te sert de télécommande. Chez les autres fabricants, tu es obligé d'acheter la télécommande et le microphone déporté à part. Tandis que là, c'était... Ça, je pense qu'ils ont fait un très bon coup là-dessus. Et à mon avis, quand Oticon a sorti leur prothèse, quand ils ont sorti les OPN il y a 3 ans, 2 ans et demi, ils en ont vendu beaucoup parce que c'était un accessoire qui était hyper versatile et que c'était brillant de jumeler ça ensemble. Alors que les autres manufacturiers, je ne vous parle pas de Sonic et de Bernafon parce que c'est la même famille, mais Signol le fait avec leur Streamline Mic, ça fonctionne très bien aussi, alors que chez Oticon, pas chez Oticon, que chez Phonak, que chez Unitron, que chez Starkey, chez Widex, c'est à part. Ce qui fait que c'est pas... Mais la Connect Clip, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Je vais être honnête, là, ça fonctionne bien, c'est facile, c'est simple. Les patients s'y retrouvent très facilement. Puis le microphone déporté, les patients pensent ne pas s'en servir, mais finalement, ils s'en servent beaucoup. Donc, le rapport, tout à l'heure, je vous parlais de... pour le client et pour l'audioprothésiste, on peut générer plusieurs rapports. Donc, les instructions, guide rapide de la prothèse auditive, guide rapide du Connect Clip, puis on peut avoir des informations supplémentaires. Donc, on peut l'imprimer et nous, on peut imprimer le rapport de l'appareillage. Honnêtement, on n'imprime plus de rapport d'appareillage. C'est-à-dire, c'est pas même avec le Verifit, on n'imprime plus, on envoie ça dans Noah. Si jamais j'en ai besoin, je vais l'imprimer via Noah, mais tu sais, on imprime, dans certains cas, on va imprimer nos ajustements, mais on n'imprimera pas. Oui, pour vos rapports d'appareillage, je vous demande d'imprimer les rapports d'appareillage que vous avez faits du logiciel du manufacturier. Mais en clinique, dans la vie normale, on n'imprime pas ça. On l'a dans la prothèse, on l'a dans Noah. Je n'ai pas besoin d'avoir une copie papier. De plus en plus, on s'en va sans papier de toute façon. On imprime de moins en moins. Donc, on n'imprime plus ça. On les a, soit qu'on a nos ajustements Noah directement dans nos ajustements Verifit qu'on transfère dans Noah, puis nos ajustements qu'on a dans la prothèse auditive sont dans le logiciel de toute façon. Si j'ai besoin, je vais aller les chercher, mais sinon, c'est pas nécessaire d'avoir ça. Ce ne sera pas bien long. Je suis rendu. Donc, on va des fois imprimer des rapports aux clients, mais on n'imprimera pas des rapports avec graphique simple, avec table. Dans votre cas, pour le rapport que vous avez à nous donner, l'impression, vous allez chercher les rapports d'appareillage avec graphique et table. Et là, vous allez les imprimer. Mais outre ça, vous n'imprimerez pas. En clinique, vous n'imprimerez pas. Mais pour le rapport d'appareillage, vous allez les imprimer, ça va être important. Vous pouvez les prévisualiser, les enregistrer en PDF pour pouvoir les intégrer, l'envoyer au patient par courriel, l'imprimer ou pas du tout le faire. Donc, ensuite de ça, on a des vidéos didactiques sur chez Oticon, et je vais vous avouer bien candidement que chez Oticon, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, dans l'écran Oticon, on les a dans la sélection. Ici,
dans le coin à gauche, on a lien. Outils de motivation, c'est un COSI. Liste de contrôle tinnitus, c'est aussi une liste de questionnaires à poser aux patients. Caractéristiques techniques, on va trouver la fiche technique là. Guide de connexion intéressant, c'est un fichier PDF qui apparaît et là on a, et ce n'est pas tous les fabricants qui le font. Donc, dans le cas de la prothèse que j'ai, comment je fais pour me brancher si j'utilise les câbles? Donc, c'est intéressant de le voir. On l'a en fichier PDF, donc c'est intéressant. Sinon, j'ai mes interfaces de programmation. Donc, c'est la même chose. Les prothèses auditives se programment avec quoi? Est-ce qu'ils se programment avec l'Express Link, le Fitting Link, le iPro, l'iPro USB, l'iPro 2, le Nearcom, le NoaLink ou le NoaLink Wireless? Donc, dans nos prothèses auditives, on a nos guides de connexion, ce qui est très bien. Puis, comme je vous dis, ce n'est pas tous les fabricants qui le font. Mais on a nos petits vidéos didactiques. Donc, on peut aller vers, mettons, un BTE, prothèse de gauche, comment le marquer, comment l'attacher. Il y en a beaucoup qui sont pour nous, mais des fois pour montrer aux patients. Dispositif de programmation, IIC, logement de la pile, prise d'empreinte, retirer la prise d'empreinte, remplacement du T-cap. Des fois, on peut faire des démonstrations aux patients. C'est intéressant. Je vais être honnête avec vous, ça peut être le fun, des fois. Et on a deux autres onglets ici dans le bas. Remote Care. Je vais vous les montrer après la pause. Le Remote Care, c'est assez simple. C'est ce qui nous permet de faire de l'ajustement à distance. Donc, le patient doit avoir l'application sur son téléphone. On met en marche Remote Care. On jumelle les prothèses avec le logiciel, tout simplement. Il y a une petite fonctionnalité à faire. Et là, quand le patient est capable de faire de la télé-audioprothèse. C'est intéressant. Puis l'autre, le studio, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Fait que nous, on se revoit dans 10 minutes. Il n'en reste plus bien, on a presque terminé. Fait que, il reste quelques diapos. On continue. C'est bien. Donc, je vous disais, comme je disais, il y a différentes vidéos didactiques qui sont sur le côté, qui sont disponibles. Ça peut être intéressant des fois de le montrer aux patients, malgré que ça s'adresse dans beaucoup de cas à nous, mais c'est des trucs qui peuvent être intéressants. Ça existe, c'est le fun quand ils en font. Ce que je voulais vous montrer, donc, on a nos vidéos didactiques, on a, avant ça, le Sound Studio qui est ici. On a le Remote Care et le Sound Studio. Le Remote Care, comme je vous ai montré tantôt, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut simplement, j'y arrive, attends, ça ici. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'activer. J'essaie de l'activer, mais ça ne fonctionne pas. C'est parce qu'il n'est pas relié à un téléphone, c'est pour ça. C'est comme au moment où elle est reliée à un téléphone cellulaire, c'est que le Remote Care, on est capable de l'activer. C'est ce qui nous permet de faire de la télé-audioprothèse, comme je vous disais tantôt. Chez d'autres fabricants, c'est différent de la façon que ça se passe, mais dans ce cas-là, c'est vraiment, on l'active. Et Sound Studio, c'est des exemples de sons qu'on a qui sont disponibles dans le logiciel. Ce qui peut être intéressant, si on a une salle, par exemple, souvent dans les bureaux, il y a ça, une salle d'examen où il y a plusieurs haut-parleurs. Pour faire des tests en milieu bruyant, par exemple. Je ne parle pas de faire le in-test, ce n'est pas ça. Mais tu sais, de démontrer au patient, par exemple, que lorsqu'il est en milieu bruyant, bien, que la prothèse fonctionne bien parce qu'il y a des réducteurs de bruit et que la directionnalité fonctionne correctement. Donc, on est capable de montrer au patient ce genre de situation-là. Mais évidemment, si on n'a pas de haut-parleur, ben, ça ne donne pas grand-chose, mais dans les sons, il y a des sons de restaurant, des sons de conversation, des sons d'autobus, il y a différents types de sons. Tous les fabricants ont ce type de fichiers sonores-là à l'intérieur. Il faut qu'ils soient installés. Dans certains cas, ils ne sont pas installés, c'est un peu embêtant. Et évidemment, à la fin, on n'oublie pas enregistrer et quitter. Certains fabricants permettent chez Signa, chez Oticon, chez Bernafon, mais je ne suis pas sûr. Mais je sais que chez Oticon, c'est l'ajustement de la prothèse qu'on fait se fait en ligne, c'est-à-dire qu'elle se fait automatiquement et s'enregistre automatiquement dans la prothèse. Même si je ne fais pas enregistrer et quitter, ça va être enregistré dans la prothèse. Mais ne prenez pas de chance. Prenez l'habitude de toujours cliquer sur « Enregistrer et quitter » et à ce moment-là, vous allez être certain que les modifications que vous avez faites vont avoir été enregistrées.
Donc, la Connect Clip, comme on a vu tout à l'heure, qui est notre télécommande versatile, qui sert de microphone déporté également et de connecteur Bluetooth. Notre télécommande simple, où on a un bouton plus, un bouton moins et un bouton programme. Des fois, on n'a besoin que de ça. On a notre adaptateur télé, ça fonctionne bien. Il faut simplement jumeler les prothèses avec. C'est des procédures qui sont relativement simples. Rappelez-vous le cours de la semaine passée où je vous disais, regardez selon le manuel d'instruction comment jumeler. Dans ce cas-là, c'est simple, c'est qu'on met en marche l'adaptateur télé, on prend les prothèses auditives, on les approche du connecteur télé pour que la connexion se fasse et c'est tout. C'est super simple et on indique au patient comment brancher le tout. Notez du mic qui ressemble à une Connect Clip, mais c'est vraiment un système FM dédié. Nos différentes applications, donc on a l'application Oticon On, qui est l'application la plus évoluée chez Oticon. On a l'ancienne application Connect Line chez les patients qui utilisent un Streamer Pro. Donc, les anciennes générations de prothèses, il y avait une connexion. Donc, là, c'est l'application Remote Care. Donc, il faut télécharger l'application pour qu'on puisse avoir la possibilité du Remote Care. Chez certains fabricants, c'est directement dans l'application. D'autres, il faut aller chercher. Chez Oticon, il faut aller chercher l'application Remote Care. Donc, on aurait deux applications, la Oticon On et la Oticon Remote Care. Les trois autres, Oticon Event, c'est les différents événements qu'Oticon, maintenant, il n'y a plus d'événements, c'est juste des événements virtuels. Oticon Médical, c'est pour les implants cochléaires. Et Oticon OM 3D, c'est encore l'application médicale pour les implants cochléaires parce que Oticon fait des implants et fait des BAA, font les deux. Donc, c'est vraiment les applications qui sont disponibles. Le laboratoire de cet après-midi, on fait le pré-réglage d'une prothèse auditive Oticon. Donc, vous allez analyser, vous allez avoir des RECD à prendre. Donc, analyse du RECD, du spéléogramme, évidemment l'interprétation du SII. Et je vous dirais que le laboratoire, comme la semaine passée, n'a pas duré les 3 heures. On va en profiter pour avoir la prise d'impression qui était théoriquement due en devoir, que vous allez devoir me remettre d'ici 18 heures ce soir. Fait que même si vous ne le faites pas dans le labo 1, vous pouvez le faire dans le labo, vous restez un petit peu, puis même si vous descendez en bas, vous le faites, mais vous allez avoir le temps de le faire amplement dans le laboratoire qu'on fait. On a 3 heures, puis le laboratoire, la semaine passée, ça nous a pris quoi? 2 heures à peu près à faire le laboratoire. On a à peu près la même teneur d'exercice à faire, mais là, ça va être vraiment avec le logiciel Oticon. Donc, n'oubliez pas vos boîtes de prothèses. Si elles sont en bas dans la case ou dans votre chambre ou s'ils sont à Québec, c'est un peu embêtant. En passant, j'ai oublié mes clés de bureau, moi, matin. Il fallait que je demande au gardien de venir ouvrir mon bureau parce que je suis arrivé, j'étais à 15 km. Mes clés de cégep. Fait que c'est un peu embêtant. Je ne pourrais pas ouvrir des locaux si vous me le demandez, je n'ai pas les clés. Fait que, malgré qu'Amélie peut le faire. Oui, Félix, excuse-moi. Excuse-moi, Patrice. Là, on est avec Oticon, sauf que ce n'est pas tout le monde qui a des Oticon. Est-ce que c'est le laboratoire se fait en équipe de 2? Oui. OK, c'est bon. C'est ça. Théoriquement, on a comme séparé. Je pense que Amélie m'avait dit, tu connais qui est avec qui en équipe le plus souvent, mais sinon, on changerait les équipes tout simplement pour que vous puissiez travailler les deux membres de l'équipe avec la prothèse Oticon. Mais je pense, Amélie, on avait, pas on excluant la personne qui parle, je pense que tu avais regardé, puis je pense que tout le monde a accès minimalement en équipe avec une prothèse Oticon, si je ne me trompe pas, Amélie? Oui, il me semble que c'est correct. Là. Luc devait nous en renvoyer 6. Fait que je ne sais pas si Félix est capable de me dire si on a reçu ça vendredi, là, ou sinon peut-être que ça va être arrivé sur le bureau, mais je pense qu'au moins 1 pour 2, c'est oui, on va être capable de possible. faire le laboratoire, de travailler dedans. Là, fait qu'on va pouvoir faire le travail. Fait qu'il ne devrait pas y avoir de problème, Félix. Puis sinon, écoute, on matchera les équipes différemment, puis ça fera des RECD différemment, tout simplement. C'est pas pire que ça. Donc, la semaine prochaine, on travaille avec Phonak. Et voilà. Questions? Commentaires? Insultes? Là, on s'est vu la semaine passée, on se connaît. Là, vous pouvez. On se gardait une petite gêne la dernière session, mais là, allez-y, go. Je suis capable d'en prendre. Non, je fais des blagues. Là. C'est pas. Fait que pour ceux qui ont de la route à faire, je pense à Myriam et à Roxane, je pense qu'on devrait être bon. Pour les autres, je pense que vous n'êtes pas très loin. En tout cas, je sais que Marianne et Estelle ne sont pas très loin, sont 2 étages au-dessus de moi. Pour les autres, je pense que vous êtes des étages, mais dans la bâtisse à côté, aux résidences ou en appart. Fait que, on se revoit tous à midi pour ceux du labo à midi, sinon à 3 heures pour le labo de 3 heures. Pour ceux qui prennent la route, prenez soin de vous, faites attention. Ça va bien, c'est sec sur la route, ça prend un petit peu de la vitre, mais pas si pire. Mais il fait fret, mettez-vous des bas de laine. Fait qu'on se voit tantôt, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas. Salut tout le monde! Hey Patrice, j'ai une petite question. Écoute.
Si on veut venir avant le laboratoire pour faire les impressions, est-ce que c'est correct? Genre, mettons, à 11h30. Ouais, 11h30. Vous autres, votre labo, toi, il est à 1h, Derek? C'est pas midi? 1h, excuse, midi. Genre 11h, 11h30. Ouais, c'est ça. Vous allez arriver un peu d'avant. Oui, il n'y a pas de problème. Okay, c'est bon, merci, super. Mais si ton labo était à 3h, là, ce serait un peu embêtant, puis ça ferait trop de monde, mais vu qu'il était à. Fait que oui, il n'y aurait pas de problème. C'est bon, super, merci. Good, merci.